Bonsoir, bonsoir tout le monde. Wow, mais il y a déjà plein de messages et c'est spooky. Merci beaucoup d'avoir épinglé le message spooky avant même que je le demande. Parce que vraiment, quand j'étais en train de... Est-ce que vous m'entendez déjà? Dites-moi si vous m'entendez bien. Quand j'étais en train de d'installer le matos, je me disais, il faut que je pense cette fois-ci à mettre le message d'avertissement en spoilers. Enfin, je l'ai mis dans le titre déjà des fois que. Mais je me suis dit, bon, sinon je demanderais encore à Spooky de le faire, mais genre je pourrais aussi juste faire mon boulot. Et en fait, tu as complètement euh, pris les devants.
Hello Azazel, donc hello Spooky, et hello Super Quick, bonsoir, bonsoir. Spooky, pour te répondre, non, j'ai pas encore pu tester, je te promets, je n'attends que ça. Surtout que j'ai poncé, là j'ai fini de poncer pendant les vacances un peu, et sur mon temps libre, mon peu de temps libre. The Witcher, donc que j'ai refait. J'ai fini le premier DLC, Heart of Stone, enfin que j'ai encore refait. Et donc là, normalement, genre j'ai archi fini le jeu, il me reste plus qu'à reprendre Blood and Wine pour pouvoir le streamer avec vous. Voilà, dès qu'on aura un moment pour le faire. Donc là, en fait, je n'attends que d'avoir un prétexte pour pouvoir me remettre à jouer au Gwent pour le plaisir, tout simplement. Mais là, ces jours-ci, donc comment dire, j'enchaîne un peu les nuits blanches, que ce soit à cause d'insomnie ou à cause de deadline, de choses que j'ai à rendre, de différents textes, de conférences que j'ai à préparer et tout. Donc j'ai malheureusement pas du tout encore eu le temps, mais je n'oublie pas du tout et j'ai très envie de m'y mettre. Voilà, je suis désolée si je te déçois encore, comme à chaque fois. Et donc bonsoir tout le monde, nous nous retrouvons ce soir pour une critique de Wolfman, le film qui est sorti la semaine dernière, si je ne m'abuse, mais qui est donc un film de loup-garou. Tu m'as juste déçu pour Cloud Atlas, ouais, en plus j'ai toujours pas vu. Je sais que chaque jour qui passe sans que je le regarde te déçoit, mais bon, malheureusement, c'est vrai que j'ai vraiment pas le temps. Oui, donc une critique de Wolfman. D'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous parle un peu de ma vie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, alors, je m'en vais pour Gérard Armé le 29. Gérard Armé, donc le festival fantastique. Non, Festival international du film fantastique de Gérard Armé, voilà. Salut la Sidonix, on y sera présente avec la sororité, donc avec le collectif que j'ai cofondé de la sororité, donc avec lequel on fait régulièrement des lives sur YouTube et on essaie comment dire, de visibiliser les femmes qui parlent de cinéma de genre ou qui font du cinéma de genre tout simplement. Donc on y sera pour donner une conférence sur le fantôme féminin à travers les âges. Parce que cette année, la programmation rétrospective de Gérard Armé a un focus sur le fantôme. Ça ne pourrait me faire plus plaisir, parce que vous savez, enfin si vous me suivez un peu, vous savez que j'ai une obsession vraiment pour les fantômes. Donc je suis très heureuse de ça, et donc voilà, on va faire notre petite conférence, donc c'est très cool, on est très contente, voilà, c'est la première fois qu'on intervient en tant que collectif à ce festival. Donc on espère que, je suis désolée, j'ai la voix enrouée. Donc on espère que tout se passera bien, enfin il n'y a pas de raison. Donc ça on part le 29 et on revient après le festival. Donc on se réjouit de enfin réussir à se réunir tout ensemble pour aller là-bas et proposer du contenu là-bas, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout encore eu l'occasion de faire. Je vous donne pas trop de détails non plus, mais alors oui, là-bas je vais aussi normalement faire une carte blanche, enfin proposer une carte blanche, c'est-à-dire qu'il y a un film dont j'ai choisi la projection, enfin dont j'ai choisi la programmation et que normalement je vais devoir présenter en salle. Après on m'a pas redonné de nouvelles par rapport à ça, mais le film est bien au programme. Donc normalement ça va se passer comme ça. Le film c'est Fantôme contre Fantôme, auquel j'ai déjà consacré une vidéo sur la chaîne L'écran large si ça vous intéresse. Excellent film de Peter Jackson que j'aime beaucoup. Et je vais aussi participer donc au festival de Gérard Armé. Enfin, je vais faire une dédicace normalement, c'est pareil si tout se passe bien, d'un livre. Donc je ne vous le dis pas pour l'instant parce qu'il n'a pas été officiellement annoncé, mais d'un livre dont j'ai écrit simplement la préface. Alors vous direz c'est un peu bête de faire dédicacer un livre par la personne qui a écrit juste la préface, mais en fait c'est un livre d'entretien. Donc ma préface c'est le seul texte rédigé on va dire du bouquin. Enfin le reste c'est voilà, c'est des interviews, c'est des questions-réponses. Donc voilà, comme j'ai rédigé la préface et que je serai sur place, j'ai l'honneur de pouvoir dédicacer ce bouquin. Et voilà, donc je garde l'identité secrète pour le moment puisque pas d'annonce officielle n'est sortie encore. Merci la Sidonix, oui c'est vrai que je comprends quand on est jeune, ça peut, moi aussi quand je l'ai vu vraiment jeune aussi, Fantôme contre Fantôme les premières fois, il y a des scènes qui m'avaient vraiment, voilà, vraiment très impressionné. Pourtant le film est très très drôle sur plein d'aspects et léger, mais pas que, et il y a des scènes effectivement qui sont vraiment marquantes quand on est gamin. Donc ça c'est pour Gérard Armé, et tout de suite après Gérard Armé, j'enchaîne parce que je repars de Gérard Armé le 3, le festival se termine le 2, donc au soir, cérémonie et clôture machin. On repart le 3, et donc dès le 4, je me trouve en Normandie, à Hérouville-Saint-Clair pour les Mycéliades. Donc les Mycéliades, je vous en avais parlé, c'est un festival
qui s'organise un peu partout en France autour de la science-fiction. Donc c'est-à-dire un peu partout en France, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations, pas des manifestations, comment dire, des interventions qui se font en France, des projections, des conférences, etc. Qui sont rattachées plus ou moins au Festival des Mycéliades parce que les cinémas reprennent des films de la programmation, enfin du corpus des Mycéliades, et le festival permet de concentrer un peu les personnes qui vont faire les interventions et les dispatcher en France comme ça. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc pour les mycéliades, j'anime des projections de Matrix du premier, voilà, salut Judith, French Tour, salut Chino. J'anime des projections de Matrix, je donne des conférences sur les personnages féminins dans la science-fiction. C'est surtout ça cette année, si j'oublie rien. C'est essentiellement Matrix et la conférence sur le corps féminin dans la science-fiction. Mais voilà, donc en tout cas, vous pouvez trouver ça sur le site des Mycéliades. C'est réparti en différentes dates, donc je fais pas les deux dans chaque ville, mais je fais un ou l'autre, voilà, selon les villes et selon les dates. Donc le 4 février, je suis à Hérouville-Saint-Clair. Le 5 février, je suis à Paris. Le 8 février, je suis à Tours. Le 9 février, je suis aussi à Tours. Le 11 février, je suis à Noisy-le-Grand. Et le 15 février, encore à Noisy-le-Grand. Voilà, donc si vous êtes dans l'une de ces villes, et que ça vous intéresse un peu, la science-fiction horrifique, ou en tout cas, bon, la science-fiction en l'occurrence spécialement, n'hésitez pas à venir, à passer, voir Matrix sur grand écran, qu'on en discute, ou assister à la conférence. Voilà, ça me ferait plaisir. Et ça ferait aussi sûrement très plaisir aux personnes qui organisent les événements. Et c'est un chouette festival à soutenir. Il y a plein de gens très cool et très talentueux qui participent. Donc je suis très flattée de faire partie de cette programmation. Voilà, donc j'avais juste envie de vous faire un petit point là-dessus. Et on va pouvoir attaquer sur le film. Alors, que je n'oublie pas de vous mettre mon petit... Hop, voilà, mon petit... Comment on appelle tout ça? Mon petit diaporama, voilà, je vais y arriver. Donc, Wolfman, nous sommes sur un film réalisé par Leigh Whannell. Si vous aimez le cinéma d'horreur, il y a de grandes chances pour que vous connaissiez un petit peu Leigh Whannell. C'est un Américain, fidèle collaborateur de James Wan, qui a scénarisé beaucoup de ses films. Il a scénarisé notamment le premier Saw, enfin pas que le premier d'ailleurs, il a scénarisé plusieurs Saw. Il a scénarisé toute la saga Insidious, des très bons aux beaucoup moins bons. Il a aussi scénarisé le film, enfin la comédie horrifique Cooties avec Elijah Wood, qui est très sympa. Et il est aussi réalisateur donc depuis quelques temps. Et alors il est peut-être moins confirmé que James Wan. Enfin oui, il est moins confirmé que James Wan, mais il a réalisé Insidious 3. Insidious 3 qui n'a pas que ses admirateurs, personnellement il fait partie des films de la saga que j'aime, autant je déteste le 4, autant j'aime tous les autres Insidious, le 1, le 2, le 3, le 5, je les aime tous, sachant que le 1 reste le meilleur, mais je le dis haut et fort, j'aime Insidious 3, je trouve qu'il a... Pour le coup, c'est peut-être le 3 qui a les scènes les plus effrayantes de toute la saga, je trouve. Il y a des scènes qui me terrifient dans le premier, que j'ai adoré, qui ont vraiment... je sais pas, qui m'ont énormément marqué quand j'ai vu le film au cinéma, où vraiment je me suis dit, ok, voilà, c'est vraiment la confirmation que mon kiff dans la vie, c'est de voir des films d'horreur dans les salles obscures. Mais j'ai entendu la porte ou pas? Non, c'est encore un fantôme. J'entends toujours des bruits chelous quand tu es en stream avec vous. Et le 5, Insidious 5, franchement, il s'est pris des critiques de merde, si je ne m'abuse, mais moi j'avais trouvé pas mal du tout. Bref, je suis assez Insidious friendly, enfin très d'ailleurs. Donc voilà, Leigh Whannell a aussi réalisé un film qui s'appelle Upgrade, que je n'ai pas vu, et il a réalisé Invisible Man, qui est sorti, si je ne m'abuse, en 2020. Salut Vic, avec Elisabeth Moss. Vous en rappelez peut-être, on va revenir sur Invisible Man aussi à un moment donné. En termes de casting, donc vous pouvez les voir défiler à l'écran, on a Christopher Abbott dans le rôle de Blake Lovell, qui est plus ou moins le héros du film, on va en reparler aussi, mais en tout cas qui est le personnage qui va se changer en loup-garou, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je rappelle évidemment, c'est mis en message épinglé, c'est mis dans le titre du stream, mais que ici on spoil complètement. Donc si vous n'avez pas encore vu le film et que ça vous gêne de vous faire spoiler, n'hésitez pas à regarder le replay sur Twitch là dans les jours qui viennent, ou sur YouTube dans plus longtemps. Ça me fait penser que j'ai toujours pas posté sur YouTube le replay de la critique Nosferatu, faut que je le fasse. Oui, c'était pas mal, Invisible Man. C'est pas parfait. C'est pas un film que j'ai adoré au départ, mais plus le temps a passé et plus j'ai appris à l'apprécier. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment vraiment. C'est quand même un film plein de qualité. Il y a aussi donc Julia Garner dans le rôle de la femme du coup du loup-garou, hein,
enfin c'est pas une louve-garou, hein, c'est pas genre, c'est pas Monsieur Loup et Madame Loup, mais voilà, l'histoire en gros met en scène deux parents et leur petite fille. Donc Julia Garner joue la mère, donc Charlotte, et Matilda Firth joue la petite fille qui s'appelle Ginger. C'est l'histoire assez, salut chut chut, assez classique donc de cette petite famille euh, qui retourne un instant. Alors que en fait le père, donc le grand-père de la famille, le père donc du coup du monsieur là, du héros de Blake a disparu, il est déclaré mort. Et Blake doit se charger plus ou moins de la succession et donc doit retourner dans je ne sais quel état paumé au milieu des forêts pour en gros gérer la succession et s'occuper de débarrasser la maison de son père, quoi. S'occuper de débarrasser la maison du grand-père. Et comme ça va pas hyper bien avec sa femme, qu'ils ont un peu une sorte de rivalité autour de l'affection de leur fille, parce que la gamine Ginger est très proche de son père et elle a beaucoup plus de mal à nouer une relation avec sa mère. Enfin, la mère aussi a du mal à se rapprocher de sa fille, parce que la mère a le nez dans le guidon, elle est prise par le boulot, voilà, c'est une nana stressée, débordée, etc. Le père prend plus le temps pour sa fille, donc bref, il y a un peu cette espèce de tension au sein de leur trio, que Blake espère que cette espèce de petites vacances, que ces petites vacances vont faire passer. En fait, voilà, s'ils s'isolent un peu dans la maison du grand-père à la campagne, ça va faire, voilà, c'est une manière un peu plus sympa de vivre le truc, de la succession, qui est pas très marrant, et voilà, de resserrer les liens entre eux, et que faire en sorte que la mère puisse passer du temps avec sa fille. Donc voilà, ça c'est le point de départ, on va dire, et en fait, quand ils arrivent, quelque part dans la forêt, à un moment donné, ils ont un accident avec le camion de déménagement et ils sont attaqués en fait par une créature une créature poilue. Voilà, on sait pas à ce moment-là que c'est un loup-garou. Enfin, si, nous on sait, mais bon, techniquement les personnages eux ne le savent pas. Dans l'affrontement, le père se fait griffer ou mordre ou voilà, en tout cas contaminé. Et petit à petit, alors qu'ils sont tous les trois réfugiés dans la maison du grand-père, ils vont à la fois devoir échapper à un loup-garou qui hante déjà la région, qui s'avérera être en fait le grand-père qui avait disparu tout simplement parce qu'il était devenu un loup-garou. Donc ils vont devoir lutter, enfin se défendre à la fois contre le loup-garou qu'il y a dehors et à la fois contre Blake qui petit à petit se change en loup-garou et qui est au fur et à mesure du film de plus en plus tiraillé entre l'amour pour sa famille et l'envie de protéger sa famille et le fait que au bout d'un moment il va juste avoir envie de les bouffer quoi. Je prends une petite note que j'ai oublié de prendre aussi. Hop, voilà, que j'oublie pas ça plus tard. Donc ça, c'est pour l'histoire. Maintenant, pour revenir un peu sur la genèse du projet, en fait, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que dès 2014, le Universal Studios a annoncé qu'ils allaient lancer une sorte de vague de reboot de leur film Universal Monsters qui avait la cote dans les années 30 et 40. Donc vous savez, enfin vous connaissez sûrement un peu les Universal Monsters. Alors pour ceux qui ne connaisseraient pas du tout, c'est les films en noir et blanc de monstres produits par Universal qui ont établi, on va dire, les grandes figures monstrueuses du cinéma qui perdure encore aujourd'hui, donc avec le Dracula de Todd Browning, l'étrange créature du lac noir, le Frankenstein de James Whale, le loup-garou, effectivement, donc on va revenir dessus, l'homme invisible, la momie, tout ça. Bon, c'est ces espèces de grands monstres mythiques du cinéma qui ont été un petit peu... Enfin, dont le look et la nature a été un petit peu gravé dans la pierre par ces films Universal qui ont un peu tous été produits à la même période. Voilà, c'est ce qu'on appelle les Universal Monsters. Et donc en 2014, le studio Universal a décidé de lancer, un peu inspiré par les espèces de, comment dire, d'univers partagés Marvel, DC et compagnie, a décidé de lancer son Dark Universe à partir de reboots en tout genre de leurs films Universal Monsters des années 30-40. Donc c'est un peu le côté remake live action des Disney, sauf que c'est du live action sur du live action, simplement on passe du noir et blanc à la couleur, version moderne, et on essaie de créer un univers partagé autour de ça, sachant que dans les vieux films, évidemment, les univers ne sont pas partagés. Il y a des acteurs qu'on retrouve beaucoup d'un film à l'autre, mais qui jouent pas les mêmes rôles, etc. Et évidemment, à l'époque, on n'était pas du tout dans les délires de multivers ou d'univers partagés. Et donc le problème c'est que depuis que Universal a fait cette annonce, en fait le truc n'a jamais pris.
Je pense que c'est quelque chose qui est né, j'en parlais un peu dans ma vidéo sur écran large qui était consacrée à la momie de Summers, de Steven Sommers. C'est quelque chose, je pense, qui est venu un petit peu, qui a fleuri dans l'idée d'Universal aussi au départ, justement avec le succès du film de Steven Sommers. Et derrière, ils ont pas réussi à emboîter le pas, à mettre en place les choses suffisamment vite et avec suffisamment de qualité pour que ça prenne vraiment. Donc voilà, ils sont revenus avec cette idée d'univers partagé suite au succès des films de super-héros. Et en fait, ça n'a toujours pas marché, je sais pas comment ils s'y prennent, mais ils avaient fait Dracula Untold, mais qui s'est planté. Donc c'était 2014 aussi, peut-être bien Dracula Untold, je crois, c'était vraiment dans la foulée. Ça s'est planté, de toute manière, c'était pas bien. Ensuite, catastrophique, il y a eu donc le remake, plus ou moins, enfin en tout cas le reboot de La Momie avec Tom Cruise, qui était une catastrophe, qui était un film, mais si nul! Si nul, on était mais gênés pour Tom Cruise. Alors il y a plein de raisons d'être gênés pour Tom Cruise, mais alors là c'était gêné, gêné, gêné. Et d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils allaient refaire, qu'ils allaient retenter le coup de la momie, encore refaire un reboot. Je sais pas comment ça va se passer, les gars, mais en tout cas, ils le font. Donc il y a eu ça, et donc effectivement, en 2020, on a eu The Invisible Man, pardon, donc remake du vieux film aussi, en noir et blanc, qui était donc déjà réalisé par Lee Whannell et qui était pas du tout inintéressant, qui n'avait pas fait un énorme carton au box-office, mais qui avait quand même plutôt cartonné par rapport à son budget, parce qu'il était d'un petit budget. Alors attendez, j'ai les chiffres. Il avait coûté seulement 7 millions, il en avait rapporté quasiment 145, donc on n'était pas sur des chiffres mirobolants, mais on était quand même sur un film qui fait quand même, alors je suis très très mauvaise en calcul, mais un certain nombre de fois enfin qui rapporte un certain nombre de fois son budget, donc qui reste un calcul vraiment très intéressant. Surtout qu'en plus, il a quand même plutôt vraiment bien performé dans le sens où c'était vraiment la sortie du Covid. En tout cas, c'était une période où les salles se portaient pas bien, où c'était entre les deux confinements, je sais plus. Mais en tout cas, bon, il s'en est bien tiré pour le contexte, on va dire, même s'il a pas énormément marqué les esprits dans le sens où j'ai l'impression que les gens en reparlent très peu aujourd'hui. Mais il a eu son petit succès, voilà, toute proportion gardée et selon le contexte. Donc Lee Whannell a été rappelé pour le loup-garou. En revanche, même si au départ Lee Whannell devait réaliser le film, il a un peu laissé traîner la chose parce que c'est Jason Blum Jason Blum, alors du coup peut-être parce que c'est je sais pas pourquoi, mais Jason Blum lui a conseillé de renégocier son contrat, d'attendre d'avoir une meilleure offre, etc. Attendez, parce que d'ailleurs je crois que quand même le film, à l'heure où on parle, euh, il me semble quand même que Jason Blum est impliqué dans ce film. Oui, ouais, je dis n'importe quoi d'ailleurs, c'est un film Blumhouse. Euh, Dans le cas, ouais, bon, c'est très bizarre parce que donc, du coup, il est seulement, comment dire, excusez-moi, j'ai pas assez révisé. Il est seulement distribué par Universal, mais il est produit par Blumhouse. Et à l'époque, du coup, je suis pas sûre que c'était vrai. Et donc, Jason Blum avait conseillé à Lee Whannell de renégocier son salaire en lui disant qu'il n'était pas assez payé, etc. Donc Lee Whannell avait un petit peu fait patienter les choses. Et entre-temps, Ryan Gosling, nouvelle règle, Ryan Gosling est arrivé avec un autre pitch. Un pitch qui était un petit peu inspiré du film Night Call. Je sais pas si vous voyez ce film avec... je suis désolée, je perds mes mots, avec Jake Gyllenhaal. Donc il y a un film pour le coup qui est lui-même assez inspiré de Drive, je trouve, qui est un peu l'histoire d'une sorte de psychopathe nocturne qui a une sorte de fascination morbide pour les images gore, pour les images d'accidents, de morts, etc. Et qui va chercher à gagner sa vie et à satisfaire ses pulsions morbides en filmant de manière extrêmement voyeuriste justement des morts en fait, des morts de gens. Euh, et donc c'est vrai que le personnage avait ce côté de personne qui se transforme petit à petit en psychopathe, en quelque chose de dangereux qui vit essentiellement la nuit, etc. Il reste complètement humain le personnage, mais il y avait cette idée de basculement vers quelque chose de monstrueux. Et donc Ryan Gosling a voulu en fait proposer un pitch pour ce reboot du film du loup-garou qui ressemblerait à ça. Et à cette époque, les prods ont dit banco, ça les intéressait, et Ryan Gosling a aussi du coup ramené le réalisateur Derek Cianfrance, avec qui il avait tourné Blue Valentine et The Place Beyond the Pines. Donc des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le film d'horreur, des choses dont perso moi je suis pas fan du spécialement d'ailleurs. Alors Antoine me flagellerait parce que lui il adore ces films. Moi j'ai plutôt bien aimé Blue Valentine, mais j'ai vraiment pas du tout aimé The Place Beyond the Pines. Mais bref, peu importe. En tout cas,
En film de loup-garou, franchement, j'aurais demandé à voir, pourquoi pas. Et au départ, c'est ça qui devait se faire. Je ne sais pas pourquoi, aussi bien Sian France que Gosling ont fini par quitter le projet, et donc c'est suite à leur départ que Lee Whannell est revenu sur le projet pour le coup, et que le casting qu'on connaît aujourd'hui a fini par se greffer. Donc finalement, là pour le coup, le film s'est fait relativement rapidement après The Invisible Man, les choses ont l'air de se mettre en place dans un timing qui est relativement correct, on va dire. Et donc l'idée était, comme je vous le disais, de ah salut Azet, oui c'est vrai, oui Julia Garner c'est habituellement une excellente actrice, alors moi je l'ai pas vue dans énormément de choses, je la connais pas très très bien, après c'est pas forcément le film où ça se voit le plus, parce qu'on en reparlera, mais tout simplement parce qu'elle a pas grand chose à jouer, donc c'est pas de sa faute. Mais personne dans le casting ne brille dans ce film parce qu'ils ont pas trop la place pour malheureusement, mais par ailleurs oui c'est une très bonne actrice. Je suis d'accord Vic Viper, c'est Penny Dreadful, la best en termes d'univers partagé et monstrueux. J'aime tellement Penny Dreadful. Un jour, j'aimerais pouvoir vous présenter un stream dessus, mais faudrait que je trouve un angle. J'ai pas vu Ozark AZ, mais je veux bien le croire. Donc, l'idée de ce film est donc de proposer un reboot du vieux film de 1941 qui s'appelle Le Loup-garou, tout simplement. Qui a été réalisé par George Wagner. Dans ce film, vous aviez le personnage de Lawrence Stewart Talbot, qui était incarné par Lon Chaney Jr., à ne pas confondre évidemment si vous connaissez un peu les Universal Monsters avec son père, Lon Chaney tout court, qui jouait Quasimodo dans Le Bossu de Notre-Dame, qui est le premier des Universal Monsters, qui jouait aussi le fantôme de l'opéra, etc. etc. Son fils arrive évidemment plus tard, n'a pas du tout le même style de jeu, pas du tout le même style de physique, et surtout son père était très connu pour concevoir lui-même ses prothèses de visage, se maquiller lui-même, quitte à se meurtrir la peau et ce genre de choses. Son fils a une approche moins extrême, on va dire, du jeu et de la création de ses monstres, mais en tout cas il est là, il joue les monstres, et c'est tant mieux pour lui. Et donc il interprète le loup-garou dans ce film-là. Son père, Sir John Talbot, est interprété par Claude Rains, et un peu marrant parce qu'il y a aussi, alors que le film arrive 10 ans après le Dracula de Todd Browning, il y a un petit rôle de 10 heures de bonne aventure qui est tenu par Bela Lugosi, et d'ailleurs le prénom du 10 heures de bonne aventure c'est Bella tout simplement, donc un peu drôle, mais c'est vraiment un guest star on va dire. Donc dans cette histoire, alors pour le coup on n'est pas du tout sur le même pitch, c'est l'histoire donc du jeune Talbot, la fin du fils Talbot, qui est un grand monsieur hein, déjà, surtout que Lon Chaney Jr. est vraiment c'est un malabar quoi. Il retrouve son père, il retourne chez son père pour le coup suite à la mort de son frère. On n'a pas vu son frère à l'écran, c'est juste qu'a priori il est mort, que le père aimait beaucoup ce frère dont il était plus proche a priori que notre héros. Et il y a un peu cette ambiance bizarre de à la fois on est triste et en même temps il y a un non-dit qui laisse entendre même si le père il est gentil envers son fils, il y a un non-dit qui laisse entendre que c'est pas son fils préféré qui reste quoi, qu'il a avec lui. Donc voilà, et donc John Talbot se fait, enfin non pas John du coup, on a dit comment, Laurence Talbot se fait un petit peu sa vie dans ce petit village, il rencontre différentes personnes, il tombe amoureux d'une nana, qu'il drague, il y a une histoire de jalousie avec le fiancé de cette nana. Bon, plein de choses, et puis il se fait. Puis alors, tout le monde lui raconte un peu que dans les bois près de cette ville, la légende dit que des hommes se transforment en loups. Enfin, genre, en gros, c'est un peu un dicton qui perdure pour faire peur aux enfants, mais personne n'y croit vraiment. Et lui, en fait, un peu cette histoire l'obsède, et en fait, il se fait mordre et il se transforme en loup-garou au fur et à mesure, etc. Bon, un déroulé extrêmement classique de Universal Monsters, on va dire. Mais ouais, attends, Spooky, parce qu'on n'a pas fini d'en parler des papas. Voilà, donc là, on change complètement de pitch, mais on va reprendre certaines thématiques, on va dire, et on va y revenir. Avant d'y revenir, parce que justement, je trouve que les thématiques qui sont reprises, c'est les choses qui fonctionnent. Je vais d'abord commencer par ce qui ne fonctionne pas, parce que pour être clair, tout simplement, je trouve que le film est raté. Je l'ai vu en projection presse avec Geoffrey et Mathieu et Babe.
et mon copain. Et on a. Enfin, personne n'a aimé. Après, Babe, il a moins détesté que nous parce qu'il est gentil avec les films. Mais nous, enfin, on a tous été très déçus, surtout qu'on en attendait vraiment pas mal de ce film. On était très très curieux de voir ce projet, surtout que les films de loup, enfin, les bons films de loup-garou, ça manque. Il n'y a pas tant de gens que ça qui se risquent à traiter la figure du loup-garou. Et réalisé par Lee Whannell, voilà, on avait vraiment plutôt confiance. Franchement, on avait très envie de voir ça, surtout qu'il y avait des bons retours qui venaient des États-Unis. Donc on y croyait et ça a vraiment été la douche froide, malheureusement. Et je précise aussi, d'ailleurs, j'en profite pour dire que la raison pour laquelle je décide d'en parler, parce que vous aurez remarqué, ça va évidemment avec le nom de ma chaîne et avec la ligne édito de ma chaîne YouTube, que je ne traite que des films qui sont soit, enfin des films d'horreur qui sont soit réalisés par une réalisatrice, soit qui proposent des personnages féminins particulièrement centraux ou intéressants, ou les deux. Et là, le personnage central est un homme hein, qui se transforme en loup-garou, etc. Mais les personnages féminins ont une véritable importance, donc au départ, toute la première moitié du film, je me suis dit, a priori, je ne parlerai pas de ce film sur ma chaîne parce qu'il rentre pas assez dans ma ligne édito. Et en fait, à la fin du film, je me dis, en fait, s'il y a un truc intéressant à dire sur ce film, c'est justement vis-à-vis, enfin, le rapport entre les personnages féminins et les personnages masculins. Donc j'ai décidé d'en parler. Mais donc voilà, il y a des pistes intéressantes, mais je trouve que c'est vraiment raté. Autant pour Nosferatu, j'arrêtais pas de vous dire, ouais, c'est plein de bonnes pistes, mais elles sont pas exploitées comme moi j'aurais aimé. Mais quand même, en fait, j'étais tiraillée tout le temps entre le fait que la réalisation était impressionnante sur plein d'aspects et que en même temps, bah, il y a plein de choses qui fonctionnaient pas pour moi et que ça n'allait pas et que en gros le film n'a pas su me convaincre, mais que ça restait un objet assez fascinant en soi pour plein de raisons. Là, pour moi, celui-ci est vraiment raté. Même si, encore une fois, il y a effectivement des bonnes pistes et des aspects positifs qui aurait pu donner un très bon film, hein. Franchement, c'est très dommage si les choses avaient été mieux narrées, mieux gérées, plus abouties. Je suis pas sûre d'ailleurs, je serais curieuse de savoir si d'ici quelques années Lee Whannell s'exprimera, parce que je sais pas s'il a réussi à faire le film qu'il voulait. Il y a tellement de choses qui ont l'air à peine effleurées, à peine abouties, que je sais pas à quel point il a réussi vraiment à aller au bout de ce qu'il voulait faire. Le film est raté, fin du live. Ouais. Babe 2, absolument. Hormis Oz de Buffy. Ah bah, Babe adore Oz de Buffy. Hello, mot tordu. Ah bah écoute, oui oui, bah écoute, moi j'ai pas spécialement passé un bon moment, enfin j'ai pas passé un très mauvais moment non plus, hein. Je me suis juste vraiment emmerdée, je me suis vraiment ennuyée devant le film. Mais oui, bien sûr qu'on est là pour en discuter. Donc justement, avant de repartir sur, au contraire, les choses que je trouve bien et qui auraient pu être développées dans un meilleur sens. Donc les choses qui fonctionnent pas déjà d'emblée. Donc voilà, effectivement, je me suis ennuyée. Alors pourquoi? Parce que je trouve que le rythme est complètement boiteux. Je trouve que vraiment le film passe son temps jusqu'à un certain stade, se met vraiment à tourner en rond, à faire des allers-retours aussi bien dans l'histoire que dans l'évolution des personnages que dans les décors tout simplement, parce que ils font, je sais pas combien d'allers-retours il y a entre la maison, la voiture, la maison, la grange, la maison, la serre, la maison, je sais pas où. C'est assez pénible et en fait on sent qu'au bout d'un moment, avec cette espèce de petite arène de la maison et la nature qu'il y a autour et les quelques éléments, donc que ce soit la grange, la voiture ou quoi, au bout d'un moment, on a vraiment l'impression que les scénaristes savaient plus comment les assembler les uns entre les autres et faire quelque chose de cohérent. Donc en fait, en termes de rythme, parce que Lee Whannell reste un bon réalisateur, donc il y a beaucoup de moments, il y a beaucoup de plans que j'ai trouvé vraiment réussis où je me dis, on sent qu'il y a un mec qui sait quoi faire avec sa caméra. Derrière la caméra. Le problème, c'est qu'en fait, c'est des sortes de petites capsules de moments bien polissés, bien jolis, bien travaillés, collés un peu les uns aux autres avec aucun lien entre, aucune cohérence, rien qui va venir effectivement amener du rythme, amener du, comment dire, faire en sorte que ces jolis petits moments s'assemblent entre eux et finissent par fonctionner. Là, du coup, tout tombe à plat, même si on est capable de se dire, ok, telle chose c'est une bonne piste, telle chose c'est vachement bien mis en scène, mais la sauce prend pas du tout du coup. C'est vraiment un peu comme une crème tranchée, quoi. Euh, j'ai pensé quoi de la prestation de Julia Garner? Perso, je la connaissais pas et je l'ai trouvée super. Bah, j'en parlais un peu avant que t'arrives, Motordu. Comment dire, moi j'ai rien contre cette actrice, je trouve qu'elle joue bien, je trouve juste que ce film, aussi bien pour elle que pour les autres, malheureusement, c'est pas du tout, enfin, leur donne pas assez à manger et qu'ils arrivent pas du tout à exprimer toute l'étendue de leur talent. Donc ça m'est arrivé de la trouver mieux que ça, après je l'ai pas vue dans grand chose, mais voilà, je pense qu'elle est bien meilleure que ce que le film lui donne à manger ici. Mais du coup, si toi tu l'as trouvée super, c'est que quand même, malgré tout, c'est possible de la trouver super, donc
comme d'habitude, écoutez aussi les gens dans le chat et ne vous fiez pas qu'à mon avis, ça se trouve vous allez adorer le film et vous allez trouver que Julie Garner elle est incroyable dedans. Hein. Donc, voilà, mon but n'est jamais, à moins que je le dise vraiment, que je le clame haut et fort pour telle ou telle raison, mon but n'est absolument jamais de vous décourager d'aller voir un film, au contraire. Salut Madouk. Donc, l'une des raisons aussi pour lesquelles, en termes de rythme, ça prend pas et qu'il n'y a pas de cohérence entre les différents moments, on va dire les différents psy-climax, c'est qu'il n'y a pas de crédibilité. Enfin, les décisions que prennent les personnages ne sont absolument pas crédibles. On a l'impression de retomber. J'avais l'impression que les films d'horreur avaient fait un peu de progrès dans ces moments où on se dit mais à quel moment est-ce que ce personnage décide de faire telle chose? Évidemment qu'il va se faire bouffer, ce genre de choses, descendre à la cave seul, voilà. J'avais l'impression que plus ça allait, plus on se sortait un peu de ces boucles infernales où on sait d'avance que le personnage va prendre la mauvaise décision qui est ultra évidente et qu'absolument personne ne réagirait comme ça dans la vraie vie, etc. Là, on a vraiment un peu de ça. Là, vraiment, le moment où son mari est à moitié transformé et que certes, il vient de les sauver parce qu'il a neutralisé le loup-garou qui était dehors, mais qu'elle décide de lui ouvrir la porte en disant allez vas-y t'es quand même mon mari, rentre, alors qu'on voit qu'il est en train de se transformer et qu'il est à deux doigts d'avoir envie de les bouffer. Non, t'as ta gamine à protéger, tu fais pas ça. Même si c'est ton mari qui est dehors, qui est, je veux dire, qui est déjà, voilà, qui a déjà qui est déjà nécrosé de la moitié partout avec des crocs qui lui sont poussés dans la bouche, etc. Voilà. Après, tu vas pas faire l'étonner en disant ah bah merde, en fait, il veut nous bouffer. Non. Il y a beaucoup de choses comme ça. Aussi, le moment où il grimpe sur la serre en plastique, parce que du coup, pas loin de la maison, entre la grange et la maison, il y a, à un moment donné, vous savez, les espèces de serres qui sont faites avec des arceaux et juste une bâche qui est posée dessus. Et en fait, ils étaient cachés dans la grange, enfin, ouais, non, ils étaient cachés dans la grange ou un truc comme ça. Non, dans la voiture, je me rappelle plus, bref. À un moment donné, ils veulent échapper au loup-garou et à ce moment-là, le père est pas encore full transformé et ils veulent se mettre à l'abri, mais ils n'ont pas le temps comment dire, d'atteindre la maison a priori, donc ils décident de monter sur la serre, mais sur la bâche du coup. La bâche qui est très peu haute quand même. Voilà, a priori un loup-garou un peu habile, normalement il monte dessus sans problème, ce qu'il choisit d'ailleurs de ne pas faire, mais peu importe. Et donc évidemment, quand en 2 minutes, le loup-garou il a déchiré la bâche et il a essayé d'attraper la gamine par en dessous et ce genre de choses. Donc ils réussissent à s'en tirer, admettons. Oui, parce que le père du coup s'engage dans un duel au corps à corps avec le loup-garou. Mais en fait, c'est hyper pas logique de la part des personnages, c'est hyper pas logique de la part du loup-garou ce qui est en train de se passer, et on sent très bien dans cette scène-là que ce qui est recherché c'est vraiment l'effet visuel, de la transparence qui est permis par la bâche, de ceux qui sont sur la bâche qui est en train de craquer petit à petit, et de sentir qu'il y a une silhouette qui passe dans la lumière en dessous, et quand on est dans la bâche au contraire, voir le plastique qui ploie sous le poids des personnages. En fait, typiquement, là on sent que ce moment il est travaillé pour le plaisir visuel, pour voilà, pour les petites idées de situation, enfin les petites idées visuelles que va permettre en fait cette mise en situation, sauf qu'en fait on le voit, ça en fait ça n'a aucune logique, cette scène n'a pas de raison d'être, on sent qu'elle n'est là que pour le plaisir de la situation, et du coup elle se rattache absolument pas au reste et en fait elle fonctionne pas, et il y a plein de moments comme ça dans le film où on se dit ok, là il a voulu exploiter telle idée mais il est pas allé chercher plus loin que le bout de son nez et il voit pas à quel point ça raccorde pas au reste. Donc il y a plein de choses qui sont qui fonctionnent de cette manière dans le film, mais ça n'aide pas du tout le rythme non plus. Tu comprenais son choix de lui ouvrir dans le sens où elle espérait sans doute trouver une solution et son mari est encore très humain dans son apparence, donc c'est difficile de le laisser dehors se faire bouffer. Oui mais alors, mot tordu, ça je peux l'entendre si la nana elle est seule, mais là elle est avec sa fille, elle doit protéger sa fille, je pense pas. Je pense pas que ça fonctionne. Là franchement le mec il est déjà trop bizarre à ce moment-là, il vient déjà de tabasser un loup-garou à main nue. Il est déjà archi malade. Déjà, ne serait-ce qu'en termes de maladie, je pense que tu veux isoler ta fille de ce potentiel virus, tu sais pas exactement ce qu'il a, etc. Pour moi, ça marche vraiment pas. Mais bon. Je pense que si c'était intervenu juste un peu avant, le stade avant dans sa maladie, je veux bien. Mais là, à ce moment-là, c'était trop avancé pour moi, c'était pas possible. Alors réalisateur de clip, ouais, pourtant je trouve pas spooky sur l'ensemble du film, je trouve pas qu'il soit comme ça, mais parce que je vois ce que ça peut être réalisateur de clip. Et Lee Whannell a déjà prouvé qu'il était pas
pas spécialement qui versait pas trop là-dedans, donc je comprends pas trop ce qui s'est passé là. Vraiment, on a l'impression que on lui a mis des bâtons dans les roues, qu'il a pas eu le temps, ou je sais pas, enfin lui et les scénaristes, hein. Je sais pas. Alors, l'acide onyx, j'ai pas du tout l'arme fatale 3 en tête, mais je te crois. Écoute, le jour où j'aurai besoin d'une bonne séquence avec une bâche, je saurai. Euh, donc les allers-retours à la maison, j'en ai parlé. Ah oui, et alors, quelque chose qui gâche aussi un petit peu tout l'acte final, et c'est dommage parce que bon, l'acte final, évidemment, ça compte, hein, c'est un peu la résolution de tout. Euh, le film essaye de nous raconter les choses en temps réel et essaye de nous jouer le lever du jour parce que tout se passe en une nuit. D'ailleurs, ce qui est plutôt sympa, hein, un peu unité de lieu, unité de temps, voilà, tout se passe en une nuit, c'est assez sympa. On a l'impression de vivre la nuit en temps réel. Mais alors la fin, le jour est censé se lever. Et en fait, en termes de photographie, en termes d'éclairage, ils sont pas du tout su comment faire. Déjà, c'est pas du tout progressif parce qu'à un moment, en fait, à un moment donné, on sent que un instant, on est dans la nuit totale, genre vraiment. Après, on a l'impression que la nuit, elle est un peu plus claire, certes, mais ensuite on passe à un plan où le père devenu loup-garou rampe vers la tourelle, enfin vers l'espèce de guet de chasseur où sont planqués la mère et sa fille. Et en fait, là, on a l'impression que la nuit est redevenue totale, mais qu'il a une lumière en douche sur lui, genre vraiment une lumière blanche qui tombe en douche sur lui. Et ensuite, quand il monte à la tourelle, bah en fait, hop, il fait jour. Et alors là, mais ça nique. Alors déjà que le rythme fonctionne pas, mais là ça nique complètement la narration parce qu'on n'y croit pas du tout et qu'en fait on a du mal à voir autre chose que la manière dont ils ont pas su gérer leur éclairage quoi. C'est vraiment un peu difficile, ça c'est parce que dans ces cas-là, tu fais une nuit américaine moche tout du long, même si les nuits américaines, c'est pas facile à rendre jolie, effectivement, surtout quand tu essayes de faire progressif comme ça et que t'éclaires plus ou moins fort. Ça sent hyper artificiel, etc. Mais c'est moins pire que d'avoir cette espèce de raccord où le type est vraiment plongé dans le noir avec la lumière en douche sur son dos, et le moment où juste après, bah, en fait, c'est déjà l'aube, quoi. C'est trop bizarre. Enfin ça fonctionne pas du tout et là vraiment en plus ça arrive sur le final du film où vraiment on a déjà accepté beaucoup d'énormités, on est déjà à 55 bâillements, vraiment à ce moment là on se dit mais ils se foutent de notre gueule un peu, c'est vraiment compliqué quoi. Je suis peut-être trop indulgent avec les protagonistes des films d'horreur, mais je me dis que dans une situation aussi horrible et tendue, sans avoir le temps de réfléchir, je prendrais plein de décisions stupides. Aussi, ça m'arrive dans la vraie vie. Oui, non, mais alors ça, moi, alors c'est vrai que dans la vraie vie, ça m'arrive aussi plein de fois de me dire, vraiment, si j'assistais à ce comportement dans un film, et notamment un film d'horreur, je n'y croirais pas, je trouverais ça stupide. Mais encore une fois, là, il y a sa gamine, je sais pas, là, moi, j'ai vraiment trouvé que ça fonctionnait pas. Mais bon, après, chacun son avis, bien sûr. Euh, T'interdis à 100%. Moi, président, j'interdis à 100% les nuits américaines. Ah ouais, Spooky, pourtant, je trouve qu'il y a de belles nuits américaines. Mais par contre, c'est vrai que c'est rare. C'est rare de faire une vraie belle nuit américaine comme dans Le Mystère de la Chambre Jaune, par exemple, qui est après, à peu près la seule chose dont je me rappelle de ce film. Le truc avec Podalides, là. Il y a un très beau clair de lune à un moment donné, enfin qui est complètement une nuit américaine, hein. Mais il y a aussi les nuits américaines absolument horribles, comme celle à tout hasard de Gladiator 2, ou de Exodus pour essayer dans Ridley Scott, qui est vraiment le maître des nuits américaines les plus laides de l'histoire du cinéma. Donc ouais, pas facile. Mm, mm. Donc la lumière. Oui, et ensuite, effectivement, je m'étais noté de vous parler un petit peu des personnages. Alors même si on va y venir, parce que sur la fin, certains personnages finissent enfin par trouver un intérêt, les personnages sont vraiment trop creux et trop mécaniques. La mise en place est un petit peu lourdingue, même si au début du film j'y croyais encore, hein. Franchement, quand on est avec eux dans la ville et tout, je m'étais dit, bon, c'est con parce que la scène d'intro était vachement plus intéressante que quand on arrive dans la ville, mais je me dis, ok, j'y crois encore, la famille fonctionne un peu, ok, la relation entre le père et la fille, c'est vraiment un peu cucu, c'est vraiment la famille très à l'américaine qui se disent des je t'aime ma fille et je t'aime papa toutes les deux phrases, mais mais bon, ça allait à peu près. Et en fait, la caractérisation du personnage de la mère, justement, où c'est un peu Geoffrey qui m'a fait remarquer ça, à quel point c'était évident, enfin, à la sortie de la Projo, c'est lui qui a mis des mots dessus. Mais en fait, alors qu'on comprend très bien que la mère, elle a pas une relation idéale avec sa fille, parce que jusque-là, on a insisté sur le fait que la fille était très proche de son père, et la mère, on la voit, elle téléphone à table, elle est stressée par son boulot, voilà. Et en fait, après, dans les dialogues, elle est obligée d'expliciter que qu'elle a pas une relation aussi idéale avec sa fille que le père et que ça la met mal à l'aise, etc. Alors qu'on le voyait très bien. Et c'est con parce que
le temps qu'ils prennent à surexpliquer les choses dans ce dialogue extrêmement artificiel, vous rajoutiez, enfin ils rajoutaient une ou deux scènes où la nana, elle essaye d'interagir avec sa fille, elle essaye un peu de créer du lien ou quoi, mais ça fonctionnait mille fois mieux. Et en fait, là, ils y arrivent pas. Donc, on est vraiment sur une construction extrêmement creuse, extrêmement artificielle, extrêmement lourdingue des personnages. Ouais, encore une fois, c'est pas même pas quelque chose que j'aurais spécialement retenu, mais une fois que Geoffrey il m'a mis le doigt dessus, je me suis dit, mais ouais, mais de ouf. Ça manque de Labrador. Ouais, parce qu'on est sur des loups, là, spooky, mais. Après tous les films qui n'ont pas de chien manquent de chiens. Non, je plaisante, c'est pas bien de faire tourner les animaux. Mais bref. Euh, La dynamique familiale ratée malgré les personnages attachants. Ouais, franchement, c'est vraiment un peu dommage. Donc, pas facile, effectivement, d'avoir des personnages qui fonctionnent quand ils sont écrits comme ça. Enfin, justement, pour le coup auquel on s'attache vraiment. Parce que il y a des moments où j'ai cru que j'allais m'attacher au personnage et finalement non, c'est pas tellement venu parce que aussi l'interprétation n'est donc pas brillante. Les acteurs, enfin Mathieu faisait remarquer en sortant de la projo que l'acteur qui fait le loup-garou, qui fait le héros, j'oublie son nom, merde, euh, Christopher Abbott. Moi j'ai absolument rien contre lui, mais c'est vrai que il a pas énormément de charisme. Enfin, il a du mal à vraiment balancer dans ce rôle. Pardon. Encore une fois, je mets prioritairement ça sur le compte du fait que leurs personnages ne sont pas assez bien écrits et que c'est très très difficile de marquer les esprits avec un rôle, avec des mauvais dialogues, avec un personnage qui fait les mauvais choix, etc. Mais c'est vrai que on est légitime à se demander si avec du coup un Ryan Gosling potentiellement qui devait avoir le rôle au départ, etc. Est-ce que ça aurait mieux fonctionné? Parce que ouais, parce que parfois avec un acteur effectivement très charismatique ou qui dégage quelque chose de très spécial, même un rôle mal écrit peut fonctionner. Et euh, je pense toujours évidemment à Winona Ryder pour changer, je pense toujours à elle, à Winona Ryder dans Dracula de Coppola, même si c'est un film que je vénère absolument, que je trouve absolument sublimissime sous tous ses aspects, j'en ai déjà suffisamment parlé. C'est vrai que son personnage à elle, sur le papier, il est un peu nul. Parce que aussi le personnage de Mina dans le roman est nul. Ça c'est vrai, lisez Dracula pour plein de raisons, hein, mais le personnage de Mina dans le roman c'est catastrophique. Et en fait le personnage de Winona Ryder, si vous prenez juste la description de ses actions et ses dialogues sur le papier, en fait j'ai réfléchi à ça que parce que j'ai su que elle n'aimait pas le film et n'aimait pas son personnage dedans par la suite. C'est vrai qu'en fait il est pas super intéressant, et en fait ce qui le rend hyper intéressant, c'est ce qui la rend si marquante, moi Mina dans mon esprit, c'est l'interprétation que Winona Ryder elle en fait par plein d'aspects, parce qu'elle est hyper touchante, elle est hyper émouvante, elle a cette espèce de jeu qui la fait ressembler à une actrice du muet un peu décalée, un peu fantastique, un peu éthérée, je sais pas, mais en tout cas elle apporte énormément de choses avec son propre jeu, juste avec ce qu'elle dégage, avec son aura, un personnage qui sur le papier n'est pas intéressant. Et alors ça, d'ailleurs, c'est pas parce que ça fonctionne une fois avec un acteur ou une actrice que cet acteur ou cette actrice va réussir à redégager la même chose sur tous ses rôles. Mais en tout cas, là, du coup, on n'est pas sur un acteur. On n'est pas sur un casting qui réussit à dépasser, enfin à contrecarrer un petit peu la mauvaise écriture des personnages et à en tirer quelque chose d'intéressant au-delà justement de cette écriture insuffisante malheureusement. Salut Kidaran, je viens d'arriver, je n'ai pas vu le film, mais est-ce que vous me le conseillez? Eh ben, alors ce que je disais tout à l'heure, Kidaran, c'est qu'en fait moi je déconseille jamais d'aller voir un film, c'est toujours bien de se faire son avis. Après si la question c'est j'ai aimé, c'est non, je trouve que le film est raté. En revanche, pour autant, il a des pistes intéressantes, il a des idées de mise en scène qui sont intéressantes, donc je ne déconseille pas du tout d'y aller, surtout que dans le chat il y a des gens qui l'ont apprécié, donc je ne peux pas porter seule la responsabilité de dire n'y va pas. Il faut toujours aller au cinéma, voir les films, se faire son propre avis. Par contre, c'est clair, je vais pas te dire vas-y, cours, c'est un chef-d'œuvre, il faut absolument pas que tu le manques. Parce que voilà, moi, de mon avis personnellement personnel, je trouve qu'il est raté. Euh... Oui, Ryan Gosling, ouais, on en parlait mot tordu dans l'intro. Au départ, c'est lui qui devait. Enfin, dans une précédente version du projet, c'est lui qui devait tenir le rôle. Tu parles à case Winona de ton bingo, Judith. Je comprends, c'est vrai. Euh, Merci, Kangourou Nomade, merci. Désolée, je rattrape un peu vos messages, mais je reprends tout de suite. Salut, Captain Matmax. Ah, tu reviens tout de suite du film? Ah bah super. J'ai juste un sous-texte où justement,
quand toi ou tes proches sont touchés par une maladie et comment cela impacte toi et surtout ta famille. Bah n'hésite pas à développer tout à l'heure Batmax parce que moi c'est pas le sous-texte que j'ai le plus, c'est pas celui sur lequel j'ai choisi le plus de m'attarder parce que c'est pas celui qui m'est apparu le plus de la manière la plus transparente ou la plus complète mais évidemment qu'il y a de ça aussi donc si t'as envie de donner tes impressions ou un peu ton analyse plus tard, enfin ou tout à l'heure ou maintenant en fait d'ailleurs comme tu veux, n'hésite pas. Euh, Alors, donc la lumière, j'ai dit, les personnages trop creux, j'ai dit, né né né. Ah oui, et puis aussi surtout, en fait, ce qui va pas avec la construction du personnage de la mère et de la gamine, c'est que au fur et à mesure que le film se déroule, en fait, et que le père se transforme et qu'en fait on ne peut plus être dans son point de vue parce que quand le film commence on est dans le point de vue du père et il y a cette bascule de point de vue qui est hyper intéressante hein, où en fait au fur et à mesure que son esprit se perd à lui, qu'il perd sa conscience, qu'il perd sa raison, on passe sur le point de vue de Julia Garner, on passe sur le point de vue de la mère qui prend vraiment le relais en tant que personnage principal, en tant que personnage pilier du film et de la gamine et donc cette idée de bascule de point de vue avec la transformation c'est hyper intéressant. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on n'a pas vraiment dans le film original, où on reste avec le personnage principal, avec Talbot, là, tout au long du film, parce que, en fait, il ne se transforme réellement, on ne le voit se transformer réellement qu'à la toute fin. Je veux dire, il reste, et dans les moments où il n'est pas transformé, genre la nuit, il reste complètement humain, etc. Donc on conserve son point de vue tout du long. Là, moi, j'ai beaucoup aimé l'idée de représenter la bascule dans la folie justement en opérant cette bascule de point de vue et se dire au bout d'un moment l'esprit du narrateur, enfin pas du narrateur mais l'esprit du protagoniste dont on suivait le point de vue n'est plus fiable, n'existe plus vraiment, n'est plus stable, etc. Donc on passe petit à petit sur un autre point de vue. J'ai trouvé que cette bascule était plutôt bien gérée et je trouve que c'est un parti pris vraiment intéressant. Mais voilà, ce qui est dommage du coup c'est qu'on ait des personnages féminins, en tout cas celui de la mère surtout qui est si mal construit au départ parce que c'est justement plus tard elle qui devient le pilier du film et qui prend vraiment le relais sur le personnage du père. Donc c'est en fait, si elle avait été très bien construite et qu'on était attaché à elle à ce moment-là, quand bien même elle n'aurait pas été l'héroïne au début, bah en fait cette bascule de relais, enfin cette bascule de point de vue aurait fonctionné. Là du coup c'est juste, c'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est juste que c'est mou quoi. Encore une fois on s'emmerde, je trouve. Euh, j'arrive pas à rattraper vos messages. Euh, Perso, j'ai pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre ni même un film super intéressant, mais j'ai passé une bonne soirée sans avoir non plus l'impression de poser mon cerveau. Il y a des choses intéressantes et des choses moins bien. Oui, ça, il y a des choses intéressantes, c'est sûr. Je les trouve juste pas abouties, mais. Surtout avec la différence de rapport que les parents ont avec la môme, sur le papier c'était hyper intéressant. Oui, parce que du coup, elle, la gamine, effectivement, Spooky, la gamine, elle sert vraiment de point d'ancrage, on va dire. C'est un peu comme si vous faites. C'est peut-être un peu con comme. Mais vous visualisez un saut à la perche. La gamine c'est la perche, c'est-à-dire que vous avez, enfin même si techniquement la personne qui saute, si tout se passe bien, c'est aussi la même personne qui initie le saut et qui atterrit derrière, normalement. Hein. Mais là, si vous visualisez le truc, la première moitié du film, c'est la première moitié du saut, c'est toute l'ascension. Et là, la personne qui saute, c'est le père, c'est vraiment lui qu'on suit. Et son point d'ancrage, c'est sa fille qui, elle, est plantée au sol, on va dire, qui ancre vraiment les enjeux émotionnels, enfin les enjeux tout court du film. Et au moment où on passe la barre, donc la moitié du film, là tout à coup, sur toute la redescente du film, bah, c'est la mère qui devient du coup le personnage principal, mais qui elle aussi, son point d'attache, c'est comme un passage de relais, c'est comme si le sauteur à la perche changeait au moment où il passe la barre, bah, le point d'ancrage, ça reste effectivement la fille. Donc elle, c'est vraiment, c'est elle qui tient le récit, on va dire. Ouais, non, la métaphore est un peu hasardeuse. C'est vrai, mais j'essaie d'imaginer un peu. Enfin, voilà, cette idée que il y a un passage de relais autour de ce point d'ancrage qui, lui, ne bouge pas, parce que la gamine, elle évolue pas dans le film, en fait. Elle est toujours dans l'amour absolu de son père, de ses parents, voilà, elle est vulnérable, elle a besoin d'être aidée, et en même temps, elle est aussi un soutien psychologique, etc. Donc elle, c'est vraiment l'élément stable, on va dire, c'est vraiment le roc, un peu dans la tempête, même si c'est celle qui sont censées protéger, au moins, c'est le focus, on va dire. C'est vraiment celle c'est l'enjeu qui ne se transforme pas. Tandis qu'au contraire, eux, les parents, évoluent énormément autour d'elle. La construction, encore une fois, cette idée de construction, elle est très intéressante. Hein. Cette trame,
elle est vraiment chouette et je trouve même qu'elle est vraiment plus intéressante que la trame du film original. Après, voilà, dans l'exécution, je trouve que c'est beaucoup moins bien. Sachant que le film du loup-garou, l'original, celui de Wegner, c'est loin d'être mon film Universal Monsters préféré, hein, mais il est quand même chouette. Ça se passe pendant les JO. Ah salut Délirium, je crois que je t'avais pas vu. Euh, Ah oui, alors, autre problème, évidemment, c'est que dans ce film de loup-garou, il y a quand même pas beaucoup de loups-garous. Alors oui, il y a des loups-garous, parce qu'on en voit plusieurs, techniquement, mais les attaques de loups-garous en soi ne sont vraiment pas très spectaculaires. Même si vous avez envie de repasser sur du loup-garou un petit peu plus réaliste, on va dire, un petit peu plus mesuré, qui fait une taille vraiment humaine, parce que c'est jamais qu'un humain qui se transforme, etc. Et qu'on n'est pas sur des créatures immenses, voilà, on est quand même sur des scènes vraiment pas extrêmement ni effrayantes ni spectaculaires. Il n'y a pas beaucoup de suspense, il y a pas de... En fait, pour le coup, il y a des plans, encore une fois, comme je disais, Lee Whannell est un bon réalisateur, il y a des plans qui sont très réussis, des idées de mise en scène qui sont très réussies, mais elles ne concernent jamais réellement euh, la mise en situation, enfin la mise en place des loups-garous. La mise en scène ne sert jamais vraiment le côté spectaculaire de la créature et ne parvient jamais à les rendre tellement terrifiants, tellement... En fait, les scènes, les images qui vous restent en tête, c'est pas des images d'attaque de loup-garou. Il y a pas... Je trouve qu'à ce moment-là, vraiment, le film ne réussit pas à faire des choses très impressionnantes. Et en fait, même je pense que l'attaque de loup-garou la plus impressionnante, c'est celle où on ne voit pas du tout le loup-garou, c'est dans la séquence d'introduction. On y reviendra. Où en fait c'est beaucoup plus, enfin le film se débrouille beaucoup mieux quand il s'agit justement de pas montrer les choses et de jouer sur le non dit, enfin en tout cas le non montré et la suggestion. Le film se débrouille beaucoup mieux comme ça que quand il s'agit de réellement mettre en scène les loups-garous, et c'est un peu dommage, c'est un peu frustrant, surtout qu'en plus à aucun moment, et ça c'est quand même dingue, et laissez-moi vous dire que Mathieu il était vénère, à aucun moment on ne voit de loup-garou entièrement transformé. C'est-à-dire qu'on sait dans le film que il existe un stade abouti de transformation, un stade complet de transformation, on va dire, sachant qu'en plus là les loups-garous ils se transforment pas que la nuit, hein, ils se transforment tout court. Après vous restez un loup-garou, c'est un peu le problème. Je veux dire, il n'y a pas d'aller-retour entre votre forme humaine et votre forme canidée, on va dire. Donc donc c'est ça, c'est vraiment le non-retour quoi. Et en fait, on sait qu'il y a un stade ultime de transformation où normalement le loup-garou est entièrement poilu, comment dire, enfin. On suppose en tout cas qu'il ressemble plus à un loup, qu'il est davantage effrayant. On le sait à un moment donné parce que dans l'attaque où les personnages sont suspendus dans les arbres, ils essaient de s'échapper du camion, etc. Et qu'il y a la patte du loup-garou qui vient frapper la porte, frapper la vitre du camion. Ce loup-garou qu'on ne verra jamais en entier, là, la patte, elle est entièrement poilue, griffue. Alors, à moins que c'est été la patte du loup-garou, du père devenu loup-garou. Mais auquel cas, c'est pas très cohérent avec le design qu'on voit plus tard, où il a pas les pattes poilues de loup comme ça, enfin d'espèce d'ours, de je sais pas quoi. Donc, on a l'impression qu'il existe en fait un stade final de transformation qu'on ne va jamais voir parce que au moment, enfin à la fin, quand le père il est transformé et tout et qu'il devient méchant, il n'est pas du tout à ce stade-là, il a pas du tout les pattes toutes poilues, il est pas du tout dans une forme finale quoi. Donc en fait on est que sur un demi-loup-garou on va dire. Et la créature qu'on utilise qui est la plus transformée, dont on voit seulement cette patte, bah on la voit jamais en entier. Alors encore une fois, à moins que ce soit le loup-garou du père, mais auquel cas je comprends vraiment pas ce design, parce que le père il est coincé dans une sorte, on voit son corps à un moment donné, il est coincé dans une sorte de stade Teen Wolf un peu, où il a genre beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe et des crocs, mais plus ou moins bien brushés, mais on n'est pas sur... En tout cas on est bien loin de ce que nous laissait envisager cette espèce d'image de patte qui s'écrase contre la vitre, donc on a vraiment l'impression qu'en fait le film renonce à nous montrer vraiment son loup-garou dans toute sa splendeur, on va dire. Et c'est quand même fou, parce que donc les attaques, elles sont relativement inintéressantes, le design du loup-garou, il est pas formidable, et en plus, on n'y a jamais vraiment droit, donc c'est quand même... c'est au bout d'un moment, faut pas aimer ton public, quoi. Enfin, j'exagère, mais c'est vrai que en termes de générosité, on n'y est pas vraiment, quoi. Surtout qu'en plus, la scène de transformation aussi, parce que les scènes d'attaque, elles sont pas marquantes, mais
la scène qui s'attarde un petit peu sur la transformation, donc avec cette espèce voilà, là il y a le plan à l'image, de plan un peu hommage au loup-garou de Londres, qui est un peu obligatoire, parce que le loup-garou de Londres de John Landis a une séquence de transformation qui est tellement iconique, qui a tellement marqué l'histoire des films de loup-garou et l'histoire du maquillage au cinéma, etc., que évidemment que c'est difficile de passer après, encore aujourd'hui, sans se positionner vis-à-vis de cette séquence, soit en essayant d'être dans l'hommage comme ici, soit en essayant au contraire d'en prendre, de faire l'inverse, d'en prendre le contre-pied. Donc là on est dans l'hommage, il y a des, voilà, on voit encore une fois les phalanges effectivement des mains qui s'allongent, enfin les pieds aussi peut-être bien, donc un petit peu comme dans le Loup-garou de Londres, mais en beaucoup plus timide, en beaucoup moins long, avec beaucoup moins de détails, de manière beaucoup moins impressionnante, et en définitive on se dit mais alors dans ces cas-là en fait faites pas d'hommage, parce que vraiment vous souffrez de la comparaison quoi. Donc ni les attaques sont réussies, ni le design du loup-garou, qu'on n'a même pas le droit de voir en entier, et ni la transformation quoi. Donc au bout d'un moment, encore une fois, tous les points de départ, toutes les pistes sont pas mal, mais aucune n'est aboutie, aucune n'en met plein la vue. Dans ces cas-là, tu choisis au moins un de ces trois aspects, soit ton loup-garou final, soit ta transformation, soit tes attaques, mais quelque chose qui balance de ouf, quoi, qui va en mettre vraiment... La meuf, vraiment, comment elle parle, genre, vraiment, elle a pas un truc qui balance de ouf, quoi. Mais là, tu laisses vraiment ton public sur le carreau. En tout cas, les fans de films de genre qui viennent un peu pour voir des images impressionnantes comme ça, ils restent vraiment sur leur faim, parce que ça fait des décennies qu'ils voient des choses tellement plus impressionnantes au cinéma. Et quitte à pas en montrer beaucoup, dans ces cas-là, tu joues sur la suggestion et tant pis, t'en mets pas plein la vue, mais par contre, tu fais peur. Tu joues effectivement sur l'obscurité, sur l'imagination, et t'en montres pas beaucoup, mais tu combles autrement. Là, c'est mou du genou, hein. Euh, Oui, le reveal du loup, oui, c'est censé être un petit peu l'apogée, oui. Alors, si tu veux pas le faire, tant pis, tu prends le contre-pied, mais tu proposes autre chose à la place, pas une version momole de tout ça, quoi. Momol. On est sur de l'invention de mots. Momol, c'est pas mal. Qui aurait pu ressembler au gorille de Buffy, quel gâchis. Euh, non, pas de souci, Captain Mad Max, je vais le lire tout de suite. La transformation est tellement folle dans le loup-garou de Londres. Bah oui, hein, ça c'est vraiment resté une référence depuis. Je crois qu'on n'a pas fait mieux. Euh, Alors, Captain Mad Max, il nous dit, moi j'ai trouvé touchant le fait qu'on essaie à la fin d'une famille à sa qu'on assiste à la fin d'une famille à sa destruction. J'ai trouvé que le film montrait plutôt bien ce qui arrive quand une maladie grave entre dans ton foyer et touche quelqu'un de ta famille, comment cela touche tes proches, comment cela change le comportement du malade vis-à-vis de ses proches et comment sa famille se sent obligée de réagir. Euh, oui, c'est vrai, Captain Mad Max. C'est peut-être pas anodin le fait que j'ai pas voulu faire ressortir ça dans ce que je disais, mais c'est vrai que quand j'ai regardé le film, il y a beaucoup de choses qui m'ont rappelé effectivement la maladie de mon père et la manière dont on a senti que son esprit se barrait petit à petit, et la manière dont en fait où t'alternes entre les moments où la personne est encore à peu près elle-même, les moments où elle est elle-même mais qu'elle comprend que elle est en train de changer de manière irrévocable, et les moments où elle est plus elle-même, et il y a des allers-retours constants entre ces différents états, et c'est très très dur pour la personne qui le vit, et c'est très très dur pour son entourage aussi. Et c'est une vraie transformation effectivement en quelque chose de plus ou moins monstrueux, enfin en tout cas de quelque chose d'effrayant. Euh, et c'est complètement vrai. C'est vrai que en revanche, j'ai pas noté ça spécialement parce que je pense que comme c'est comment dire, comme c'est pas vieux dans mon histoire et que c'est très souvent à mon esprit, en fait, il suffit d'un rien toujours pour me faire penser à ça, parce que c'était quoi il y a 2 ans ou un truc comme ça. Donc j'y pense encore très souvent. Il suffit de vraiment pas grand chose dans un film pour me replonger dans ces états et me faire penser à tout ça. Donc en fait, quand un film me fait penser à ça, en général, j'y prête pas plus attention que ça, parce qu'en fait, j'y pense juste tout le temps. Donc, mais en fait, maintenant que tu le dis, c'est complètement vrai. C'est vrai, et à ce niveau-là, non, je suis contente que tu l'aies dit, parce que oui, c'est vrai. Tu vois, j'aurais peut-être parce que c'est trop proche de moi, en tout cas pour l'instant, j'ai pas, ça me serait même pas venu à l'idée de comment dire, je sais pas, de spécifier ça, spécifier ça ou d'en parler en particulier. Et en fait, t'as complètement raison. C'est vrai qu'il y a aussi une lecture tout à fait possible de la manière dont la maladie va transformer ou détruire un foyer petit à petit. Donc, heureusement qu'il y a un chat, c'est bien que tu l'aies dit, parce que je pense qu'en fait, maintenant que tu le dis, je pense que c'est effectivement tout à fait important dans le film et intéressant. Et j'avais pas du tout pensé à le souligner.
Hurlement, c'est vrai que c'est vachement bien aussi. Merci pour les messages de soutien, mais c'est pas, comment dire, merci beaucoup, c'est gentil, mais j'ai pas de problème à en parler librement, mais merci en tout cas, c'est très gentil. Euh, comment dire, où est-ce que j'en étais? Transformation inaboutie, gna gna gna. Vrai loup-garou jamais montré, blablabla. Conclusion des choses qui vont pas, film mou, vide et inefficace. Je pense qu'on aura compris. En tout cas, c'est mon avis, voilà. C'est vrai que ça m'avait un peu brisé le cœur. Tu sens que cette famille aurait pu vivre très heureuse et tout est détruit en une nuit. Oui, en même temps, on sentait qu'il y avait des problèmes irrévocables et en même temps, mais c'est ça qui est intéressant quand justement un foyer est touché par une tragédie, que ce soit une maladie ou autre chose, hein. D'ailleurs, là, c'est vrai qu'il y a le côté progressif de la maladie, mais c'est qu'en fait, il y a enfin, si vous avez de la chance, parce qu'il se peut aussi tout simplement que le foyer soit détruit, mais ce qui se passe dans le film et ce qui se passe aussi dans la vraie vie, c'est que quand vous avez vos piliers de référence qui s'effondrent, vous allez en créer des nouveaux, et il y a de nouveaux liens qui vont se former, et il y a des choses belles qui vont en émerger aussi, plus ou moins. Et c'est vraiment là où on va y revenir pour le coup, c'est des choses que j'avais envie d'évoquer. Le film montre vraiment ça. Et donc c'est beau aussi parce qu'on sent que cette famille va quand même finir par vivre très heureuse aussi, mais pas comme on le pensait au départ, pas avec le père, pas avec une belle relation entre le père et la fille, avec éventuellement la mère laissée de côté, etc. Voilà, en fait, c'est quelque part, c'est le sacrifice du père à travers cette maladie qui va permettre finalement à la mère et à la fille de vivre une belle histoire et de se rapprocher et d'avoir une belle relation. C'est pas une raison évidemment pour se faire transformer en loup-garou et pour crever, mais voilà. Donc maintenant, je vais revenir, maintenant que j'ai bien défoncé la tronche du film, j'en suis désolée, je vais revenir sur justement ces pistes intéressantes, vu qu'on a un petit peu introduit le sujet. Euh, Toutes ces choses qui font que je pense qu'il se cache un très bon film de loup-garou sous mauvais film de loup-garou. Déjà, je reviens un instant sur la séquence d'introduction. C'est vrai que en sortant du film, je me suis dit, mais c'est vraiment bête que en fait la séquence d'introduction soit aussi réussie pour que tout le reste du film soit aussi nul. C'est-à-dire que la séquence d'introduction en elle-même est meilleure que le reste du film et qu'en fait au moment où elle s'arrête, on se dit oh non, rendez-moi cette histoire parce qu'en fait on sait pas au moment de la séquence d'introduction, on sait pas que en fait va y avoir une méga ellipse et qu'on va passer sur complètement autre chose. Et en fait, on est bien rentré dans le truc, et on a envie que ça continue, et en fait, là, on vous balance, on est 30 ans plus tard, on est sur d'autres personnages, il se passe autre chose, on est à la ville plutôt qu'à la forêt. Alors, je raconte un petit peu pour les personnes qui verront pas forcément le film, qui l'ont pas vu. Ça commence sur un père et son fils qui sont en forêt, donc le père, je sais pas, il a genre 40 ans, le gamin, il a genre une petite dizaine d'années, et donc en fait, le gamin, c'est notre héros. À l'époque où il était enfant. Et en fait, donc ils sont dans la forêt aux alentours de la maison du père, enfin donc, qui était leur maison qui était leur maison quoi. Et qui est donc la maison qu'on retrouve plus tard dans le film. Et en fait, le père veut apprendre à son fils à chasser. Ne faites pas ça chez vous, mais il veut apprendre à son fils à chasser. Et il explique à son fils. Il veut apprendre à son fils à chasser. Et il lui explique. D'ailleurs, c'est un dialogue que j'ai bien aimé. Il lui explique qu'en fait, il faut absolument pas qu'il s'éloigne, qu'il écoute absolument ce qu'il dit, parce que dans la vie, en fait, la vie ne tient toujours qu'à un fil et que c'est très très facile de mourir, qu'on est toujours à deux doigts de mourir. Et c'est vrai que moi qui suis quelqu'un d'un peu angoissé, c'est vrai que je pense souvent à ça dans la vie, dans la vie, et alors surtout quand je conduis notamment, je me dis putain, mais il suffit tellement d'un centimètre, il suffit tellement de 3 fois rien, de la fois où vous glissez dans les escaliers et que vous arrivez à vous rattraper et vous pensiez à ce qui serait arrivé si vous ne vous étiez pas rattrapé, ce genre de choses. Et c'est vrai que moi je pense souvent, et je pense que je suis très loin d'être la seule, au fait qu'on est tout le temps en train d'échapper à la mort à deux doigts, quoi. Aussi quand on a la chance, effectivement, de pas tomber malade, ce genre de choses. Et c'est vrai que ce dialogue aussi me rappelait la maladie de mon père, mais pas que la maladie de mon père, parce que c'est vrai qu'en ce moment, enfin ces dernières années, j'en parle, j'avais déjà évoqué que j'avais perdu plusieurs personnes de ma famille dans un temps assez restreint, mais en fait ça continue autour de moi. J'ai aussi des amis qui ont des parents qui ont des cancers, des ceci, des cela. Autour de moi, j'ai l'impression que tout le monde a des cancers. C'est vraiment horrible, mais genre c'est pas que moi, hein, je dis dans la société, je pense que l'humanité globale est en train un peu de douiller. Et en fait, vraiment, il suffit de rien pour qu'un jour il y ait juste une maladie mortelle qui se déclare chez toi. Alors soit que tu te prennes un bus dans la rue, soit que je sais pas, que tu aies un accident au volant pour telle ou telle raison, soit qu'il y ait une maladie qui te tombe dessus, soit que tu tombes dans les escaliers, bref, plein de choses. Et
Et donc ça revient un peu ce que enfin ça raccroche un peu ce que disait Captain Mad Max sur le film. Mais donc cette séquence d'intro, moi j'étais assez prise par ce discours et donc effectivement, suivant les paroles du père qui raconte ça, le père et le fils qui sont dans cette forêt sont menacés par une présence qui massacre une biche près d'eux. Donc on voit pas ce qui se passe exactement, on sent qu'il y a une créature qui grogne, etc. Donc le père soupçonne que c'est peut-être un ours, et en même temps ça a l'air d'être extrêmement furtif, extrêmement rapide. Et le père et le fils vont se cacher dans une sorte de petite tour de guet, de chasseurs là. Et en fait, ils restent planqués là et ils sentent qu'il y a quelque chose qui respire, qui essaie de monter à l'échelle, qui reste planqué sous la tourelle. Et on voit là, à un moment donné, on voit enfin comment dire, la vapeur, enfin la respiration de ce qu'on suppose être le loup-garou, du coup, dépasser un petit peu de la porte de la tourelle. On sent que la créature est juste derrière, mais il y a vraiment que genre le souffle qui dépasse. Et d'abord, il y a le souffle qui est en face d'eux, et ensuite, il y a un contre-champ où on s'aperçoit, les personnages ne le voient pas, mais que le souffle passe derrière eux aussi. Donc on sait pas si en fait il y a deux loups-garous, ou si le loup-garou a bougé, est-ce qu'il va les attaquer, bon voilà. Ils finissent par s'en sortir et le soir simplement on voit que le fils surprend son père en train d'appeler un ami en disant qu'il faut à tout prix qu'il trouve un moyen d'éloigner son fils pour le protéger parce qu'il y a quelque chose de terrible dans la forêt, ce genre de choses. Et donc en fait cette scène fonctionne vachement bien. Donc cette scène où encore une fois il y a tout ce suspense qui est ménagé autour de l'apparence du loup-garou qu'on ne voit pas du tout, où ça ne se joue qu'au son, qu'au mouvement de caméra, qu'à la suggestion, et donc au dialogue un petit peu, enfin empreint de menace que le père a avec son fils, et ça fonctionne vraiment pas mal du tout. Alors je dis pas que c'est une séquence exceptionnelle, mais vraiment ça fonctionne bien. Et à ce moment-là, moi j'étais vraiment en mode let's go, ça commence trop bien, le film va être trop bien. Et en fait, on a cette espèce d'énorme ellipse où on n'est plus du tout dans la forêt, où le fils maintenant il est grand. Il y a cette histoire avec sa fille, avec sa femme, ils sont à la ville, et il y a l'histoire du deuil du père, machin machin. Et en fait, je me suis dit mais enfin, en fait, on avait trop envie que l'histoire du début se poursuive et on a l'impression qu'il y avait mille choses vachement bien à faire avec cette scène d'intro. Et donc, je trouve que on sent mal la justification de cette ellipse. Je comprends qu'ils aient eu envie de la faire, qu'ils aient envie de passer mais en fait, enfin, pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait cette même histoire avec l'histoire du premier père, quoi? Alors, on va en reparler, il y a différentes raisons, mais voilà, c'est comme la scène d'intro est tellement plus réussie que le reste, on se dit vraiment c'est dommage qu'ils aient choisi de faire une ellipse et de passer sur d'autres personnages et sur la même histoire mais 30 ans plus tard plutôt que de juste continuer ce qu'ils avaient si bien commencé. De manière générale, je suis pas hyper fan d'ailleurs en général, enfin ça dépend, si ça peut être très très bien réussi, comme par exemple dans le Dracula de Coppola, mais ces espèces de films qui commencent sur une séquence hyper coup de poing et qui ensuite voilà, passe sur une énorme ellipse et sur un décor tout à fait différent, ça peut, c'est à manier avec précaution parce que ça peut être très frustrant. Parce que vraiment, on peut être très frustré de se dire qu'on change de décor. Enfin, moi, je sais en tout cas que ça me fait ça parfois sur les films qui sont pas plus réussis que ça. On se dit, mais il fallait rester sur ta scène d'intro en fait. Bref. Donc, j'ai dit que je passais sur les points positifs. Donc, en gros, le propos de ça, c'était de dire que la scène d'intro était super. Euh, les folies que la race humaine a faites depuis les années 70, faut bien les payer. Et je crois que notre génération a été choisie. Ouais, c'est un peu ça, Spooky. Euh, je suis d'accord, mot tordu, le père il est pas très sympathique au début, mais justement je trouvais qu'il y avait quelque chose à en tirer quoi. Euh, et donc justement, pour parler de cette espèce de père désagréable, ce que j'ai trouvé intéressant, alors j'avais dit qu'on allait reparler un peu de The Invisible Man. Ce qui était chouette avec enfin l'une des choses qui était vraiment réussie avec Invisible Man, c'est que euh, on prenait plus ou moins le concept du vieux film, mais on le réactualisait complètement. C'est-à-dire que, en fait, ce qui reste du vieux film dans le film avec Elizabeth Moss de Invisible Man, c'est vraiment juste le principe qu'un mec a la possibilité de se rendre invisible. Et encore, parce que dans le vieux film, le mec a pris des produits chimiques et il est full invisible. Il peut pas redevenir visible, plus ou moins. Enfin oui, d'ailleurs, il peut pas redevenir visible, c'est un peu ça l'histoire. Dans le film avec Elisabeth Moss, c'est une histoire de combinaison qui peut être invisible ou pas en fonction de ce qu'il choisit. Euh,
donc c'est pas du tout le même principe, et dans le vieux film, en fait, c'est plus ce scientifique qui s'est rendu invisible est invisible, plus il a envie d'en profiter pour faire le mal, et plus il devient méchant, plus il devient psychopathe, plus il a une soif de sang, plus il a envie de tuer des gens, d'asseoir son pouvoir et ce genre de choses, et plus il perd de vue les gens qu'il a aimés, et voilà. Dans le film moderne, c'était beaucoup plus un discours assez évident sur les violences sexistes et sexuelles, sur les violences conjugales et ce genre de choses. Et donc sur la toxicité masculine. Et je trouvais ça très intéressant de vraiment rebooter le truc en se disant, bah en fait là on a changé d'époque, donc on change aussi de concept, d'invisibilité et de propos tout simplement. Et il y avait vraiment une manière, parce que le propos initial évidemment c'était aussi plus ou moins la toxicité masculine, c'est-à-dire que ce type qui se retrouvait invisible et donc qui se pensait une impunité totale, du fait que c'était un homme qui s'estimait plus intelligent, plus scientifique, oui, parce qu'il est scientifique, mais plus intelligent, enfin, qui se sentait supérieur aux autres, se sentait en fait le droit de tout faire, et donc cette espèce d'impunité amenait chez lui une sorte de désir de violence, de désir de domination, de désir de comment dire, de pouvoir, qui est un chemin logique de la toxicité, plus ou moins. Regardez Elon Musk. Et donc... en fait, tout en gardant vaguement cette idée de toxicité masculine, le film récent l'a complètement réactualisé avec des problématiques plus modernes, plus précises, plus politiques, plus ceci, cela. Peut-être moins fantastique, enfin beaucoup moins fantastique d'ailleurs, parce qu'il y a vaguement une explication scientifique, mais voilà, c'était vraiment garder simplement le concept de toxicité masculine et d'invisibilité et tout réécrire à partir de là. Et je trouvais ce travail hyper intéressant parce que ça servait à rien de faire, l'idée de faire juste un remake de l'ancien n'aurait pas donné grand chose, aurait sûrement été assez faible, je pense, parce que si vous nous remettez un mec avec des bandelettes et des lunettes de soleil aujourd'hui pour faire l'homme invisible, je pense que ça fonctionne pas, surtout avec les motivations du personnage à l'époque, parce qu'en plus ça se déroule dans un certain cadre, c'est pareil, qui est très ancré dans son époque, donc bref, ça n'aurait pas fonctionné. Donc je trouvais ça super qu'ils se disent, ok, on reboot, mais on reboot à fond, et on réécrit totalement un film à partir de ça, et on ne garde vraiment que le concept de monstruosité et d'invisibilité. Et en fait, là, je trouve que c'est intéressant aussi ce qu'ils font avec Wolfman, en tout cas qu'ils essayaient de faire, parce que dans le film de 41, comme je vous le disais, on sent quand le héros arrive chez son père, donc avec cette histoire de frère qui est mort et tout, on sent chez le père, même s'il est pas méchant, que c'est un mec, une sorte de grand bourgeois qui avait certaines attentes vis-à-vis de ses fils, et que le fils qui est mort, il remplissait ses attentes, et que celui qui est pas mort et qui va se transformer en loup-garou, il les remplissait moyennement. Et que plus ou moins ce type va décevoir son père petit à petit. Et donc il y avait même si c'est pas l'histoire centrale du tout, parce que le film de 41 est beaucoup plus focus sur l'histoire d'amour, sur la fascination pour cette légende de loup-garou, etc. Il y a vraiment en sous-texte cette idée, parce que c'est quand même ce qui est posé dès l'intro, cette idée que on est face à un grand gaillard qui en fait se sent fébrile devant son père et sent qu'il y a quelque chose, il y a un rôle qu'il n'arrive pas à jouer, qu'il n'arrive pas à jouer le rôle de son frère, à être à la hauteur de son frère, et à juste, j'ai que des expressions, c'est détestable les gens qui font ça, mais j'ai que des expressions anglaises qui me viennent à l'esprit. Ouais, globalement, il n'arrive pas à être à la hauteur de ce que son père attend de lui, et on sent que son père a envie de projeter sur lui un certain idéal, et que le fils ne correspond pas, tout simplement. Et ça vient aussi de cette espèce de mentalité très bourgeoise qui est représentée. Putain, mais j'arrête pas d'avoir l'impression de voir des trucs, là. Bref, il y a des fantômes dans cet appart. Et donc, en fait, on sent que cette espèce de blessure un peu narcissique est un petit peu métaphoriquement en tout cas, que la transformation en loup-garou peut être une métaphore de cette espèce de blessure narcissique qui est établie dès le départ. Et donc de cette espèce de pression qu'il y a dans les relations père-fils, surtout éventuellement dans les familles, voilà, enfin non, d'ailleurs pas que dans les familles bourgeoises. Donc c'est vraiment un sous-texte assez ténu dans le film de Wagner, mais je pense qu'il est vraiment là. Et en fait, là, dans ce film-là, ce que je trouve justement hyper intéressant, c'est que c'est vraiment le sujet du film, au-delà donc de la lecture que nous a fait Captain Batmax sur la maladie. Il y a vraiment cette idée, et donc qui est instaurée par la scène d'intro, qu'on est face à un père justement qui est potentiellement toxique, qui aime beaucoup son fils, qui a envie de le protéger, qui fait ce qu'il y a de mieux pour lui, etc. Mais qui a une sorte de relais
comment dire, d'héritage de virilité du type chasseur, voilà, qui est là pour se défendre dans la nature, pour tuer des animaux, pour protéger sa famille, etc. Et que on sent que le gars qui est donc notre héros qui vit à la ville, etc., il est plus dans ce même genre de tradition, mais que quand il revient dans la maison de son père, il y a cette espèce de bah ouais, de toxicité qui revient et de désir de se comparer à son père ou de marcher dans ses traces, et qui sont pas des choses conscientes ni chez le héros ni en général chez les hommes dans la vie, hein, mais quelque chose de vrai. Enfin, en tout cas, moi je sais que j'ai beaucoup observé ça autour de moi, que ce soit dans des générations plus vieilles de ma famille ou chez des amis de la famille. Il y a quand même beaucoup de relations père-fils qui sont compliquées parce qu'il y a souvent de la jalousie, de la rivalité, des logiques de comparaison qui s'instaurent. Et ouais, cette récurrence des pères qui ont du mal à traiter leur fils normalement, enfin je veux dire autrement qu'en leur mettant un poids énorme sur les épaules, d'avoir envie spécialement de les encourager à être particulièrement virils, ou alors à la fois ils ont envie qu'ils soient comme eux, et en même temps ils ont pas trop envie qu'ils soient comme eux parce qu'ils ont pas envie que leur fils rivalise avec eux. Et en fait enfin moi en tout cas j'ai observé ça, hein, pas mal de toxicité qui découle de ça, et en fait qui perpétue des comportements toxiques tout simplement. Voilà, et perpétue ces espèces de tiraillements entre le désir de ressembler à son père et le désir de ne pas lui ressembler, justement, de se défaire de cette espèce d'héritage toxique. Et je pense que vraiment là, le film parle 100% de ça. Et encore une fois, c'est pas forcément des choses conscientes, et ses fils et ses pères ont pas forcément envie de faire le mal ou envie d'être toxiques envers justement le père ou le fils, mais c'est des comportements extrêmement ancrés qui sont rattachés à des vieux modèles de virilité où les mecs se croient vraiment comme les lions dans une enfin dans un groupe de lions, où vraiment les mâles vont avoir le réflexe de se confronter aux gamins, et soit de tuer les lionceaux qui sont pas à eux, soit d'aller en fait avoir besoin de se mesurer tout le temps en s'arrachant la tronche avec les plus jeunes lions, et pour savoir qui va dominer la troupe, quoi, enfin la famille. Et et en fait, ça, c'est des choses, ouais, qui sont encore, j'ai l'impression, hyper ancrées dans beaucoup de familles, que je pense qu'en fait, il y a quand même une grosse partie de notre société patriarcale qui repose sur ce genre de dynamique à la con. Et je pense vraiment que le film a l'intelligence de vouloir réadapter tout ça, vraiment, d'être allé choper ça dans le film original, si ténu soit ce sous-texte dans le film original, et de vraiment le remettre au goût du jour, avec une conception plus éclairée, plus moderne de, justement, les effets de la société patriarcale sur les relations père-fils, la toxicité que ça entraîne, la manière dont les femmes d'une famille se retrouvent prises en étau dans ce genre de choses. Et je trouve ça hyper intéressant. Et ce que le film fait, et là aussi je trouve ça assez passionnant, en tout cas, enfin ce qu'il essaye de faire, c'est de se dire, mais en fait ça c'est des relations complètement délétères, c'est des dynamiques absolument mortifères qui ne fonctionnent pas, et qui n'entraîne que la violence et la mort. Et donc en fait le père était comme ça, le fils devient en fait se retrouve petit à petit, alors qu'il se retrouve dans cet environnement du père, se retrouve contaminé par ça, et donc il a en l'occurrence été justement mordu par son père, je crois. Et en fait ils finissent par en mourir, et en fait celles qui ressortent victorieuses de tout ça, effectivement, c'est les deux filles, c'est la mère et la fille, qui elles du coup sont promises à essayer d'établir un nouveau type de relation qui n'appartient qu'à elles, et qui est a priori dépourvu, enfin qui est libéré de ce genre de toxicité et d'emprise et d'héritage à la con, psychologique plus ou moins, et ça va être à elles en fait de réussir à assurer leur avenir sans avoir à compter justement sur ces dynamiques familiales mortifères, même si ça veut dire du coup vivre une vie de famille sans homme, quoi. Euh, Ce qui veut pas dire que le film dit les filles ne faites jamais d'enfants avec aucun homme, ne fréquentez jamais aucun homme ou quoi. Après, vous êtes tout à fait libre de vous dire ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, là, on est vraiment dans l'idée de, en fait, on peut aussi essayer de reconcevoir la famille entièrement dépouillée de ce genre de dynamique ancestrale, mortifère, même si encore une fois, je veux dire, ça peut agir de manière extrêmement euh, inconsciente chez les hommes qui n'ont pas envie d'être toxiques envers leur progéniture, envers leur famille, mais qui ont cette espèce d'héritage psychologique qui pèse très très lourd et qui vient pourrir les relations familiales, tout simplement. Donc je pense que vraiment le film a un discours là-dessus, et je trouve ça hyper intéressant comme parti pris. C'est juste, encore une fois, dommage que ce soit trop mal écrit et trop peu fouillé pour en tirer quelque chose de vraiment passionnant, parce que c'est vraiment dans la toute dernière séquence où les nanas ont enfin, où Julia Garner a enfin buté son mari, du coup, donc le père est mort, qu'on n'aura jamais vu complètement transformé.
et que en fait elle retombe sur le magnifique paysage de forêt qu'on voyait au début justement quand le père et le fils arrivaient justement dans la forêt. Ils étaient face à cette espèce d'immense vallée baignée dans la brume et le père dit c'est magnifique en fait, on s'en lasse jamais, c'est vraiment à chaque fois qu'on revoit ce paysage c'est comme si c'était la première fois qu'on le voit, et c'est le côté un peu touchant de cette espèce de grand-père toxique qui a envie aussi d'éveiller son fils à la beauté de la nature, et à la fin les deux fils se retrouvent face à cet exact même paysage. Et là, je trouve que c'est un côté très touchant, déjà parce que ça relie les deux meilleures scènes du film, la scène d'intro et la toute fin. Et, et qu'en fait, oui, ça nous prouve que le renouveau est possible, mais aussi avec d'autres dynamiques, et que ce genre de scène extrêmement classique du cinéma américain ou de la littérature américaine, qui en général sacralise énormément les relations père-fils, nous montre toujours voilà, ces idéaux de famille où le père va initier le fils à la vie d'homme du vrai, quoi. Il va lui apprendre à faire du feu dans la forêt. Bah en fait, la beauté de ces choses-là, ça repose pas justement toujours que sur la filiation père-fils, ça repose pas toujours sur une sorte d'héritage de la virilité, et que le renouveau est possible, et c'est ça qui est beau avec cette espèce d'image finale sur le paysage, et là je me suis dit putain mais... Enfin, là, le film, il tient quelque chose, il tient vraiment quelque chose, et là, c'est vraiment bien. C'est juste que c'est les 5 dernières secondes du film, donc c'est vraiment dommage. Voilà. Hum, ouais, il y a un aspect, donc ça c'était ce que j'avais à vous dire de plus important, je pense, sur les aspects que je trouve positifs dans ce film. Un aspect que j'ai oublié de mentionner et que j'ai trouvé aussi vraiment intéressant, c'est un aspect de mise en scène tout simplement, qui est un peu épais. C'est au moment où donc on est, comment dire, on observe les différents stades pardon, de transformation du père, enfin de Blake, et on a ces espèces de plans qui tournent à 360, qui sont des petits, comme des mini plans séquences, enfin c'est des plans à 360. Donc la caméra tourne, elle est d'abord on regarde Blake avec une vision normale, on est dans le point de vue de la mère et de la fille, et l'image est classique, normale. Bon voilà, le père il est dans le mal, et il est soit en train d'être contemplé par sa mère, enfin par sa femme ou par sa fille, et la caméra tourne jusqu'à faire donc un 360, enfin d'abord un 180, et on se retrouve du coup dans le point de vue de Blake, et là l'image change et on passe dans une sorte de lumière, alors comment décrire, de lumière un peu polarisée, une image un peu violette, un peu fluorescente, comme si on était du coup dans la vision de Blake, qui n'est plus capable de comprendre la langue anglaise, n'est plus capable de comprendre ce que les filles lui disent, et où en fait petit à petit leurs visages à elle vont se transformer, leurs yeux vont se mettre à briller, etc. quand on est dans sa vision à lui. Et le plan ne coupe pas, et ensuite la caméra revient dans le point de vue initial, et là l'image redevient normale de manière très progressive, etc. Et donc j'ai trouvé ça intéressant, ces plans en 360 qui nous permettent d'établir à chaque fois comment dire, l'évolution de la transformation de Blake, la manière dont plus ça va et plus son esprit se barre et moins il comprend ce qui se dit, et plus ça va et en fait plus sa vision, bien malgré lui, devient celle d'un prédateur. J'ai trouvé que c'était une belle idée de mise en scène, c'est vraiment un peu épais, c'est un peu répétitif parce que ça arrive plusieurs fois dans le film, mais vraiment une bonne idée, et surtout... là, c'est pas un plan en 360, mais c'est un autre plan où il y a ces espèces de couleurs fluorescentes violettes qui viennent symboliser son point de vue à lui. C'est un moment où il se retrouve face à la forêt, et devant lui, il y a les espèces de... Enfin, il y a un plan large qui nous montre la forêt, enfin ces espèces d'arbres qui sont filmés un peu en contre-plongée, la forêt qui s'ouvre, et lui qui voit ça comme une sorte de multitude d'arbres plus ou moins éclairés de manière fluorescente en violet et tout, et on sent que maintenant c'est sa vision et qu'il est appelé par la forêt et qu'il a envie de se plonger dans ce paysage pour aller chasser. Et j'ai trouvé ça vraiment assez beau, ce plan-là m'a vraiment beaucoup plu. Mais encore une fois, malheureusement, on n'en tire pas grand-chose, pour le coup c'est pas très exploité non plus. Et j'ai trouvé que c'était une chouette idée de mise en scène, là encore une fois, preuve que Lee Whannell il sait ce qu'il fait avec sa caméra, que c'est quand même un vrai réalisateur qui a des vraies idées pour rendre les choses efficaces et ce genre d'image efficace. Encore une fois, le problème c'est que tout ça fait l'effet de petits moments bien gérés, bien polis, pris de manière individuelle, mais ne fonctionnent pas dans un ensemble, on va dire. Voilà. Mot tendu, je dis toutes les relations parents-enfants sont compliquées à des degrés divers, car là où il y a de l'amour, il y a de la frustration. Certes. Certes, mais là, c'est dans leur famille spécialement compliqué quand même. Parce qu'il y a un loup-garou quand même. Euh, voilà, donc ça c'était un peu pour l'aspect critique, du coup, enfin, globalement mon avis sur le film. Mais j'avais un petit peu envie de vous faire un point sur le box-office pour qu'on essaye de comprendre. Alors c'est vrai que
les moments où je vous fais, moi, en général, mes streams critiques sur les films, on est trop proche de la sortie pour qu'on puisse avoir un regard fiable, on va dire, sur le succès du film en salle. Euh, Bah ça dépend la Sidonix, mais c'est vrai que c'est... Alors évidemment qu'il y a des relations père-fils qui se passent très bien, et, voilà, et évidemment que dans les familles aussi, il y a toujours il y a toujours des non-dits, il y a toujours des accros, il y a toujours des moments de tension, mais évidemment qu'il y a plein de relations père-fils qui se passent très bien, mais c'est vrai que c'est très souvent aussi que ça se passe pas si bien que ça, et souvent pour ces mêmes raisons encore une fois, de rivalité, de comparaison, de poids, de pression mise, etc. J'en parlais, enfin, vous en fichez, c'est ma vie de famille, mais j'en parlais il y a quelque temps avec ma grand-mère, celle qui me reste. Elle me disait que elle se rappelle que quand elle était gamine, enfin ado, les relations entre son père et son grand frère, qui était nettement plus âgé qu'elle, donc lui c'était déjà un jeune adulte quand elle était gamine, enfin jeune adulte, enfin ou adolescent, enfin fin d'adolescence, jeune adulte. Elle disait que c'était vraiment compliqué les relations entre les deux, parce que à la fois il y a cette envie d'avoir de l'admiration, d'avoir une sorte de modèle ou d'être fier de son fils de l'autre côté, et en même temps ouais cette espèce de méfiance, de défiance, de vouloir mettre des bâtons dans les roues parce que t'as pas envie que ton fils soit mieux que toi, et en même temps t'attends de lui qu'il soit au moins aussi bien que toi, et bref. Et ouais, toute une question, enfin ouais, toutes ces questions, encore une fois, de rivalité et de tension pas claire qui tiennent à des idéaux de virilité complètement débiles, quoi. Oui, absolument, la Sidonix, oui, c'est ça, le patriarcat, hein, voilà. Ah, désolé, délirium mère, ça sent un peu le vécu, je suis désolée. Euh, Ça peut arriver, effectivement, mère-fille aussi, mot tordu, après, c'est pas toujours les mêmes ressorts, ça c'est dû à la société encore, à la saucisse, mais bon. Évidemment que t'as toujours des contre-exemples et que enfin l'inverse est vrai aussi sur les relations mère-fille. Mais absolument Spooky, c'est la bonne conclusion. Ah non, on a Monsieur Viril dans le chat. Incre. Bah non, Monsieur Balèze, pardon. Donc, ce que je voulais dire sur le box-office. Donc, encore une fois, l'exploitation du film n'est pas du tout finie, donc c'est trop tôt pour dire si le film sera un succès ou pas. Il y a quand même des chances qu'il ne soit pas un très gros succès, je pense. On est sur un budget de 25 millions. Je rappelle que Invisible Man c'était 7 millions, donc là on est quand même vraiment sur un plus gros budget. Pour l'instant, le film n'a n'a récolté que 17,3 millions à ce stade. Euh, Pardon, putain, j'arrive pas à avoir les deux fenêtres ouvertes en même temps, je vais y arriver. Oui, salut Zeitriser. Merci à toi d'être là. Hello babe. Ah, il m'entend pas, il a des écouteurs. Donc 17 millions 3 pour un budget de 25 millions, donc évidemment l'exploitation du film n'est pas terminée. En revanche, ce qui peut nous aider à nous dire que le film sera pas forcément un énorme succès, c'est que à cette date, enfin c'est-à-dire à cette date, Invisible Man, donc, qui a coûté 7 millions et qui en a rapporté au total 144, enfin entre 144 et 145, lors de son premier week-end d'exploitation, il avait déjà sur le sol américain, hein, sur son propre territoire, premier week-end d'exploitation, il rapporte 28 millions. Wolfman, sur le sol américain, enfin nord-américain, premier week-end d'exploitation, il rapporte pas tout à fait 11 millions. Donc on est sur un démarrage vachement moins bien quand même. Sur la moitié quasiment du démarrage. Donc à voir comment le film se maintient, à voir évidemment ce qui se passe après sur la vie en streaming, etc. Mais alors que Invisible Man quand même pâtissait de la période Covid, etc., comme je le disais en intro, on est sur un démarrage, voilà, c'est pas trop pareil. Et j'avais envie de comparer, mais alors j'avais aussi envie de comparer à Longlegs. Longlegs qui avait un budget de moins de 10 millions, donc on est aussi sur quelque chose de nettement moins cher que Wolfman, mais bon, voilà, sur moins de 10 millions, pour un box-office total de 127 millions. Ah oui, donc moins bien que Invisible Man quand même. Oui, Invisible Man c'était quand même plutôt pas mal marché quand même du coup. Longlegs avait fait un démarrage domestique de 22 millions. Enfin, au terme du premier week-end d'exploitation en tout cas. 22 millions de dollars. Donc c'est pareil, on était sur quelque chose de nettement mieux. Même si c'est pas des différences énormes entre 10-11 millions et 28-30 ou
ou 22, c'est quand même pas la même chose. Longlegs avait terminé sur le sol nord-américain à 74 millions, et donc 127 millions au total. Invisible Man avait fait 70 millions sur le sol américain et 144 au total. Et donc Wolfman pour l'instant sur le sol... non, j'ai pas le sol américain, juste pour... Ah si, pour l'instant il est à 12 millions sur le sol américain, mais évidemment qu'il n'a pas encore fini sa course. Donc on verra. Pour l'instant c'est pas forcément honteux, mais faut qu'il réussisse à se maintenir en salle, quoi. En France, par exemple, alors c'est marrant parce que du coup j'ai vu que pour Longlegs, la France n'avait vraiment pas été un bon territoire, parce qu'en France, le film n'a ramassé, Longlegs, hein, n'a ramassé que 1,3 million et a fait un démarrage de 400 000 dollars simplement. Alors que bah, dans le monde, beaucoup plus, hein. Pour Longlegs, je crois qu'on était genre le septième meilleur territoire, un truc comme ça. Alors, au moment enfin, Longlegs a fait donc 1,3 million chez nous, il a fait 10 millions et quelques au Royaume-Uni par exemple, et donc 74 aux États-Unis, donc forcément, c'était pas du tout les mêmes échelles. Pour le coup, Invisible Man a plutôt pas mal. On était un territoire qui était pas trop mal situé. Il a pris 6 millions chez nous. Et au moment où on parle, Wolfman est à bientôt 500 000 chez nous. Oui, oui, bien sûr, vas-y. Si t'arrives à passer... Quoi? Pardon, excusez-moi, parce que on me dit dans l'oreillette que Robert Eggers... Hein? C'est un film de loup-garou aussi, quoi. Ah bon, bah Robert Eggers va faire un film de loup-garou. Excusez-moi, mais la régie vient de me prévenir dans l'oreillette. L'information vient de tomber, je vous préviens en direct. Voilà. Apparemment, Robert Eggers prépare un film qui s'appelle Werewolf et qui serait aussi un film de loup-garou. Mais en même temps, Robert Eggers, il prépare tellement de choses. Bah alors du coup, celui-là, il a l'air d'être validé comme truc. Ah, il est daté. Ah d'accord. Bon bah voilà, parce qu'on se demandait, j'en parlais l'autre fois, on se demandait s'il allait partir sur sa mini-série consacrée à Rasputin, mais donc manifestement non, il part sur du loup-garou aussi. Bah écoutez, hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, donc tout ça pour dire que il faudra qu'on en parle un petit peu plus tard du box-office de Wolfman pour savoir exactement. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que c'est pas un phénomène, mais que c'est pas forcément honteux non plus. On verra ce que ça donne. On en parlera sûrement sur écran large de son box-office. Voilà. Mais intéressant, du coup, c'est marrant parce que Robert Eggers, du coup, alors que Universal essaie de faire son reboot, son Dark Universe et son reboot de ses Universal Monsters de son côté, Robert Eggers a fait Nosferatu et là, il va se ramener avec aussi sa version du loup-garou. Pourquoi pas. Dommage du coup que je n'aime ni la proposition de Universal en termes de loup-garou, ni que je sois fan de ce que fait Robert Eggers. Mais bon, on verra, hein, ça se trouve, j'adorerais celui-là. Voilà, je suis ravie d'avoir pu avoir une information exclusive en direct grâce à Babe. Et écoutez, voilà globalement ce que j'avais envie de vous dire sur le film. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des insultes? En parlant d'insultes, je ne peux que vous encourager évidemment à passer sur Blue Sky si vous êtes sur Twitter. J'ai une question, comme je n'étais pas là pour le live critique de Nosferatu, si on dit bien Nosferatu, pourquoi est-ce qu'ils disent Nosferatu dans le film de Eggers? Ils disent Nosferatu? Ah bon? Peut-être bien, je me rappelle pas. Je m'autordu, moi, m'autordu. Moi je le dis vraiment par habitude. Donc je sais pas en fait. Mais après, le Nosferatu de Eggers, ça se passe en Allemagne aussi. Donc peut-être qu'ils ont essayé de germaniser la prononciation. Je sais pas. Et je ne sais pas du tout. Que je me demande comment ils le disent dans celui de Herzog, je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu. Bref. Je sais pas, moteur de... Moi, ce que je sais, c'est que le Van Helsing du Dracula de Coppola, il dit bien Nosferatu. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la raison derrière ça. Faire un très bon candidat pour une soirée Halloween. Ouais, Delirium Bear si t'as envie de passer des mauvaises soirées d'Halloween. J'exagère. euh... Stardew Valley. Oui, absolument, oui, il s'appelle Von Franz ou un truc comme ça, effectivement. Il s'appelle pas Van Helsing. Voilà, c'est ça, balancez toutes vos prononciations de Nosferatu. Nosferatu dans le chat.
Ah, c'était un message du chat, d'accord, Spooky. Oui, j'étais en train de me poser la question. Je me dis, oh là, ça va prendre du temps à déchiffrer ça. C'était le chat. Écoutez, enchanté le chat. Bah, Madouk, tu vois, tu ne croyais pas si bien dire. Voilà. Oui, donc je disais Blue Sky. Je ne vais pas. Je ne suis pas du genre à, comment dire, et je ne critique pas d'ailleurs les gens qui le font. Je ne suis pas du genre à dire il faut quitter Twitter tout de suite du jour au lendemain, il faut tous passer sur Blue Sky, etc. Parce que même si ce serait beau et même si quelque part j'ai un peu envie que ça arrive, la vérité, c'est que moi je ne quitte pas Twitter du jour au lendemain, même si à terme j'aimerais que ce soit le cas, parce que, bah, en fait, tout simplement pour des raisons peut-être un peu qui peuvent paraître futiles, mais en fait qui sont liées à mon travail, tout simplement, c'est que Twitter, à cette heure-ci, à part YouTube, c'est ma plus grosse vitrine. Pas quelque chose que j'avais calculé d'ailleurs, il s'est juste trouvé que je me suis retrouvée à avoir plus de followers sur Twitter qu'ailleurs. Et que j'ai besoin de prouver à mes clients que j'ai une certaine audience pour pouvoir décrocher des contrats, tout simplement. Euh, Dans la partie un peu plus, avec de gros guillemets, influenceuse de ma vie, même si je suis quand même très peu influente à mon stade, mais il faut pas leur dire. Euh, Merci, Motordu, pour l'abonnement. Merci beaucoup. Oui, d'ailleurs, mais j'ai, comme une imbécile, j'ai laissé les alertes décochées, moi, depuis la dernière fois. Hop, je les remets. Depuis la watch party. Donc merci infiniment Motordu pour cet abonnement de niveau 1. Donc ouais, je disais, voilà, moi je peux pas, je me sens pas de quitter Twitter tout de suite parce que c'est encore trop une vitrine importante pour moi, même si j'aimerais, j'ai besoin de montrer que j'ai un peu cette visibilité, on va dire, pour que des potentiels clients ou des potentiels partenaires, etc. me fassent confiance. Et quand je dis clients, c'est pas que forcément des trucs de placement de produits ou de collaboration vidéo ou quoi, hein. Ça peut être tout simplement justement quand on me demande, quand on me veut m'engager pour une conférence ou pour, comme je le disais, écrire la préface d'un bouquin ou quoi. J'espère que ça tient pas que à ça, mais ça passe aussi par la visibilité que je peux avoir sur les réseaux. Ça peut être comme ça que les gens entendent parler de moi. Ça peut compter dans le fait que les gens se disent ok, bon, cette nana a l'air relativement suivie ou relativement les gens ont l'air de suivre un peu ce qu'elle fait ou d'en avoir un peu quelque chose à dire de ce qu'elle dit, encore une fois à ma toute petite échelle, hein. Donc c'est encore important dans mon activité freelance d'avoir cette vitrine, donc c'est difficile pour moi de quitter Twitter du jour au lendemain. Mais j'essaye quand même. Maintenant, je parle plus sur Blue Sky. J'essaie quand même d'interagir davantage sur Blue Sky. Non, j'ai pas tellement un Discord Captain Max. Enfin, non, j'en ai pas d'ailleurs. Je suis inscrite sur Discord, mais j'ai pas de Discord à moi. C'est trop pour les. Trop pour, je suis trop vieille pour Discord. J'y arrive pas. Mais. Bah, merci beaucoup, Motordu, ça me fait plaisir. Tu as un très joli badge maintenant en plus. Euh, Et bah oui, Spooky, oh là là, t'as raté l'occasion d'être encore une fois le mécène, le premier mécène de la chaîne. Mais bon, on sait que tu l'es, c'est bon. L'honneur est sauf. Donc bref, je quitte pas Twitter du jour au lendemain, donc je serais bien mal placée pour vous dire il faut quitter Twitter du jour au lendemain, venez tous sur Blue Sky. Si vous avez envie d'être sur les réseaux, vous pouvez aussi très bien avoir envie de ne pas du tout être sur les réseaux. Bref, toujours est-il que, puisque vous êtes là, j'en profite pour dire, je fais un peu la pub de mon compte Blue Sky, je suis désormais sur Blue Sky, et je préfère qu'on me suive là-bas que sur Twitter de préférence, pour qu'un jour, on puisse effectivement, sans mal, se séparer de Twitter, et se dire qu'on retrouve à peu près la même audience sur Blue Sky, quoi, tout simplement. Perso, je comptais pas partir, mais lundi j'ai rage quit. Après, je comprends, oui, je comprends. Après, je comprends les gens qui ont besoin d'influence ou les militants politiques qui ont besoin de millions d'utilisateurs supplémentaires que Twitter a encore. Enfin, des millions d'utilisateurs supplémentaires que Twitter a encore. Bah ouais, c'est un peu compliqué. Ça fait chier évidemment de rentrer dans ce genre de logique qui, encore une fois, tiennent plus ou moins à un système capitaliste. Ça fait chier, mais comme on vit dans ce système, c'est difficile de complètement l'ignorer et de faire sans. Donc voilà, tout ce que je peux faire, moi, c'est de vous encourager à passer sur Blue Sky et de préférence à me suivre sur Blue Sky. Parce que effectivement à terme je voudrais quitter Twitter dans le moins longtemps possible si possible, mais voilà, ce sera pas du jour au lendemain. Ouais, Blue Sky, effectivement, mais ça fonctionne bien. Effectivement, l'ambiance n'est pas trop mauvaise pour l'instant. Il y a une facilité à bloquer les gens, très pratique. Enfin, je veux dire bloquer. Je dis pas qu'il faut arriver sur Blue Sky et bloquer tout le monde. Mais c'est vrai que les moyens mis à disposition pour garder une expérience agréable du réseau et sont quand même beaucoup plus intéressantes que sur Twitter. Où on passe, enfin moi je sais que je passe ma vie à bloquer des gens, mais même pas les gens qui commentent mes posts, hein, mais juste quand je vois un post qui affiche des positions un peu de gauche et qui a un peu de visibilité, et donc je sais qu'il va y avoir des milliers de fachos en commentaire, bah en fait juste pour éviter que ces gens arrivent chez moi, bah je prends 10 minutes pour bloquer tous les fachos en commentaire, et comme ça c'est des gens avec qui j'ai jamais interagi, mais je me dis au moins ils arriveront jamais chez moi. Mais en fait
c'est devenu, en fait, j'ai l'impression que c'est un tiers de mon activité Twitter et c'est hyper pas intéressant, mais en même temps c'est le prix à payer pour avoir une expérience du réseau social qui soit pas trop détestable. Donc c'est un peu bon. Et sur Blue Sky, il n'y a pas à faire ça. Il y a effectivement les listes de blocage, faut faire attention avec ça, mais qui permettent de quand même balayer pas mal et enfin de faire un sacré ménage et bref. Mais de toute manière, au-delà de ça, le réseau effectivement fonctionne bien. Blue Sky, ça se maintient bien. C'est quasiment aussi ergonomique que Twitter, si ce n'est même plus, contrairement à Mastodon. Et, et voilà, au-delà de ça, effectivement, il faut, si possible, quitter la plateforme de Musk, tout simplement. Donc voilà, quitte à être sur un réseau social, de Musk et de Samara, ça vaut aussi pour Zuckerberg. Donc, si possible, Blue Sky, pour l'instant, c'est la meilleure alternative, je pense. Donc, je vous encourage à me retrouver là-bas, si possible. Je ne lis pas les commentaires et je ne suis que des gens pour des raisons claires. Il reste plus qu'à faire du zigzag avec les recos fachos de Musk. Ouais, Spooky, moi ce que j'avais fait sur Twitter aussi, enfin ce que j'ai fait depuis un moment et qui me permet de naviguer beaucoup, enfin de zigzaguer beaucoup entre les gouttes des connards, c'est de passer mes notifs en followers only. Donc je vois les notifs des gens que je suis, je vois les gens les notifs des gens qui me suivent, mais pas les autres. C'est-à-dire que, alors du coup, c'est vrai que ça me coupe de plein de gens, enfin ça me coupe entre guillemets, des gens qui commentent mes posts et qui peuvent dire des choses intéressantes sans pour autant me suivre, parce qu'évidemment personne n'a l'obligation de me suivre. Mais en revanche, c'est vrai que moi, du coup, ça me c'est quand même comme un certain soulagement de plus avoir à perdre de temps avec plein de gens qui viennent juste troller ou juste insulter. Et du coup, si les gens ont vraiment envie d'interagir avec moi, bon bah tant pis, je pars du principe qu'ils me suivront ou que de toute manière qu'ils me suivent ou pas, je suis pas tenue non plus de répondre à tout le monde. Donc voilà, c'est la meilleure solution un peu que j'avais trouvée de passer les notifs. Enfin, de restreindre les notifs de cette manière et de me forcer du coup à pas aller lire les réponses en dehors justement des notifs que j'avais. Et c'était déjà pas mal. Mais, euh, mais au bout d'un moment, ouais, ça suffit pas. Bref, voilà. Écoutez les amis, comme là on dérive un petit peu du sujet, qu'on est carrément en sujet, voilà, la seule chose que j'avais envie de vous dire c'était s'il vous plaît, enfin si vous pouvez, pardon, de me suivre, s'il vous plaît, suivez-moi sur Blue Sky, s'il vous plaît. Donc non mais si vous le pouvez et si vous êtes sur Blue Sky, bah n'hésitez pas à me follow là-bas, ça me ferait plaisir et je communiquerai évidemment davantage là-bas, enfin j'ai commencé à communiquer tout ce qui concerne mes streams là-bas aussi et en gros à chaque fois que je poste quelque chose sur Twitter, à part si c'est vraiment un retweet d'un tweet en particulier, je poste aussi sur Blue Sky, donc ça vaut le coup a priori. Désolé Galactique, il va falloir regarder le replay parce que là, ouais, il faut que j'aille travailler. Je vais pas tout répéter, je suis désolée. Euh, Ah bah oui, si t'as pas pu si t'as pas eu le temps d'aller le voir encore, en plus va le voir plutôt que de regarder à cause de la grippe. Aïe, force. Bref. Écoutez, voilà, je pense que c'est la fin de ce live. Merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez qui je peux vous envoyer euh... Bah je vais vous... pourquoi... Ah non, c'est en cours de test. Ah oui, je me disais, au Culture, ils font un live et il y a 0 personne. C'est pas ouf, mais en fait, c'est qu'ils sont en train de faire un test. Je vais vous envoyer chez Ditz, comme d'habitude. Hop. C'est toujours bien chez Ditz. Hop. Et bien voilà, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Je vous fais des bisous et à très bientôt.